votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur? meilleurtaux.com. Allez, LCI Tout Info avec aujourd'hui Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Patrick Martin-Genier, bonjour. Politologue, onseignant, et vous venez de publier Vers une 6e République ou comment refonder la démocratie française. Bon, on va voir le livre, le voilà. C'est chez Studirama. Également avec nous Marion Pariset, bonjour, secrétaire général du think tank Le Millénaire, et Michel Ruimi, bonjour, Bonjour. économiste et professeur à Sciences Po. On va tout de suite faire le point sur les manifestations qui sont organisées en France pour protester contre le projet de loi sécurité globale. Il y avait déjà eu, on s'en souvient, des manifestations au mois de décembre. Dans la manifestation, nous retrouvons manifestation parisienne, Margot Madesclair et Marine Truchot. Alors il y a deux questions. Est-ce qu'il y a du monde et est-ce qu'il y a des forces de l'ordre? On pourrait rajouter, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Oui, il y a du monde. Il y a même plusieurs milliers de personnes qui sont présentes à cette manifestation. Mais c'est toujours un peu difficile d'évaluer quand on se trouve comme nous au milieu de la manifestation. Et le dispositif des forces de l'ordre est aussi important, puisque 38 unités de forces mobiles notamment, soit près de 2700 hommes, rien que pour les CRS et les gendarmes mobiles, sont mobilisés aujourd'hui sur cette manifestation. En plus, il y a également les forces de la préfecture de police, les brigades motorisées et les compagnies d'intervention. Le dispositif est semblable à celui qui avait été prévu lors de la dernière manifestation le 12 décembre à Paris. Et là aussi, le parcours est donc assez court, quadrillé, encadré avec des contrôles en amont. Nous avons discuté avec des manifestants qui nous ont expliqué qu'ils ont été contrôlés, certains plusieurs fois avant d'arriver sur la manifestation. La dernière manifestation avait été un succès pour les forces de l'ordre, car ils disaient qu'il y avait eu très peu de casse, et ils espèrent qu'aujourd'hui ce sera la même chose. Et pour cela, comme je vous le disais, ils ont mobilisé en nombre leurs forces et le cortège avance doucement vers Bastille. Merci Margot et Marine Truchot pour les images. Alors comment interpréter ce qui se passe à Paris mais également en province? Bon, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas le nombre exact de personnes qui manifestent. Je pense que ça sera un bon baromètre. Bon, il y a du monde, on sait qui est derrière cette manifestation. Ou alors il y a l'autre version, c'est qu'il n'y a pas une foule considérable. Si on en croit les images, est-ce que c'est le champ du cygne, un horizon qui se dégage, au moins sur ce dossier pour l'exécutif? Allez, qui se risque à prendre la parole? Je reconnais que c'est pas facile, parce que là, je vous pose une question. Non, on n'a pas la réponse. En fait, c'est très facile, si je peux me permettre, parce que à partir du moment où il n'y a pas de violence, il y a un droit à manifestation, qu'on soit nombreux, pas nombreux. Je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir librement manifester, quel que soit le motif de cette manifestation, qu'il s'agisse d'un motif politique, d'un motif économique ou social. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance sociale en ce moment. Il y a des motifs également politiques sur la loi sécurité globale, beaucoup de choses qui doivent être revues manifestement. Mais lorsqu'on voit ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière avec le siège du Capitole, je crois que cela nous appelle à respecter le droit de manifestation, mais également le fait de ne pas avoir de violence. Et très souvent, la violence vient en fin de cortège, et c'est ça qui est important. Il y a un droit de manifester, de dire ce que l'on veut, mais il faut que ça se passe dans le calme, et nécessairement, c'est fait pour être écouté par les pouvoirs publics. Donc nous verrons bien ce soir. Pour l'instant, on ne peut que se réjouir que ça se passe dans le calme. Jean-Claude Mailly. Oui, mais c'est espérer effectivement que ça se passe correctement, et vous avez raison. Les problèmes en général, c'est en fin de manifestation qu'on les rencontre quand il y a violence. Maintenant, on n'est pas surpris que la loi de sécurité globale interpelle beaucoup de citoyens sur la question des libertés, interpelle des journalistes, interpelle toute une série de personnes. Si je rajoute à ça les décrets qui sont récemment sortis sur pouvoir ficher des gens en fonction de leurs opinions politiques ou syndicales, etc. Ça fait un peu déséquilibré, quoi. Plus de répressif que... Voilà, donc, après, je ne sais pas quel monde il y aura, mais ça s'explique qu'il y ait des inquiétudes. Ça, c'est pour le recrutement des fonctionnaires, non? Ce que vous décrivez, Pas le uniquement, fichage. pas uniquement. Non. Le Conseil d'État, il y a 3 fichiers qui existent aujourd'hui. Ouais. Il y en a un qui existe pour le recrutement des fonctionnaires. Ça, on peut comprendre. Ça existe depuis longtemps, d'ailleurs. Mais là, il y a un renforcement au nom de la lutte contre le terrorisme, de pouvoir, c'est un décret, de pouvoir afficher des données sur l'appartenance syndicale ou l'appartenance politique, ce qui, personnellement, me pose un problème, je dirais, de liberté et de déontologie.
Bon, on continuera à suivre cette manifestation. On va parler du sanitaire. Il y a peut-être davantage de choses à dire. On va attendre évidemment le déroulement de cette manifestation. Et ce que ça dit d'un point de vue des libertés publiques. Effectivement, il y en a certains qui mettent la liberté de la presse aussi en avant. On va tout de suite retrouver le professeur Epaulard, infectiologue au CHU de Grenoble. Bonjour et merci d'être avec nous. Déjà quelques questions sur, alors on en a parlé, on en parle beaucoup depuis hier et c'est normal, Pfizer qui dit, alors maintenant c'est 9 jours, 9 jours de retard dans les livraisons. Est-ce que vous croyez tout simplement aux explications de Pfizer? Est-ce que vous êtes convaincu et qu'est-ce que ça dit d'après vous? Alors vous n'êtes pas un politique, pas un économiste, mais enfin quand même, vous êtes un éminent médecin de cette pénurie plus ou moins annoncée, temporaire de vaccins. C'est pas rare qu'on ait malheureusement des pénuries en vaccins, entre autres probablement parce que c'est un des médicaments les plus contrôlés au monde. On sait qu'on les injecte à des gens en bonne santé. C'est pas un médicament qu'on donne à quelqu'un qui est malade, c'est un médicament qu'on donne à quelqu'un qui est en bonne santé. Et donc, c'est les médicaments les plus contrôlés au monde. Et c'est pas rare qu'il arrive que sur une chaîne de production, on dise bah non, tel contrôle qualité n'est pas satisfaisant, donc on ne peut pas donner tel lot, et ça tend un peu ensuite la chaîne d'approvisionnement. Là, je ne sais pas tout à fait ce qui s'est passé pour Pfizer, mais encore une fois, dans le monde du vaccin qui est tellement contrôlé, que ça puisse arriver, ça ne m'étonne pas beaucoup. L'autre réflexion que j'ai aussi, c'est qu'on est en train de partir là pour une campagne de vaccination qui ne va pas durer 2 semaines ou 3 semaines. Là, on veut vacciner en France, et c'est la même chose d'ailleurs dans les autres pays, on veut vacciner, disons, 15 ou 16 millions de personnes qui risquent de faire des formes graves de Covid. Et on sait bien que ces 16 millions de personnes, le quart de la population française, on ne va pas les vacciner en 2 ou 3 semaines. Donc le fait qu'il y ait peut-être du ralentissement de la tension sur la chaîne d'approvisionnement, c'est gênant, mais ça ne remet pas en cause toute la stratégie. La stratégie, c'est d'avoir vacciné tout le monde, enfin toutes les personnes qui le souhaitent et dont on pense qu'elles sont fragiles, d'ici le printemps. Donc ce retard, je ne sais pas si ça m'inquiète, on est vigilant. Mais on voit un peu plus loin que simplement à 1 ou 2 semaines. Dans ces conditions et d'un point de vue purement sanitaire, est-ce que d'après vous, on aurait dû essayer d'aller s'approvisionner, si c'est possible, ailleurs, c'est-à-dire contourner un petit peu l'Union européenne, quitte à payer plus cher? Je ne pense pas que ça aurait marché parce que l'Europe, justement, a essayé de faire les choses de manière centralisée, avec sa force de frappe. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que si la France ou un autre pays était allé voir Pfizer en leur disant on en veut plus, l'Europe, on va déjà demander 300 millions, elle va vous demander, comme elle vient de le faire récemment, 300 millions supplémentaires. On aimerait bien, nous, France, en avoir 2 millions ou 3 millions de sécurisés. Indépendamment du fait que, à mon avis, c'est complètement immoral, je pense surtout que ce n'est pas du tout effectif sur le plan industriel et sur le plan d'approvisionnement. Je nous vois mal, nous, aller toquer à la porte de Pfizer en disant « vendez-nous plus de vaccins plus tôt et quitte à le payer plus cher ». À mon avis, ça ne marche pas du tout comme ça. Bien, professeur, si vous pouvez rester avec nous, on a des questions à vous poser également sur la vaccination des enfants et sur cette variante sud-africaine qu'on recherche notamment en Île-de-France. Nous, pour rester sur donc, ce qui vient d'annoncer Pfizer, quand vous l'avez appris, vous avez été étonné, scandalisé, vous avez cru à Pfizer et vous êtes dit, ça dit justement quelque chose de la politique industrielle? Donc, comme a dit M. Epaulard, oui, dans le monde du vaccin, c'est très contrôlé. Il y a toujours le risque opérationnel dans l'industrie. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on a eu un premier arrêt pour cause de travaux. Pourquoi y en aurait-il pas un deuxième, un troisième? Et ce qui fait que ça retarde pour autant la stratégie. Et ce qui pose problème, c'est que d'un seul coup, le virus tue d'une certaine manière, mais on va avoir un problème, c'est que le temps va devenir aussi assassin parce qu'on n'arrivera plus à vacciner l'ensemble des personnes. Et donc, il y aura des personnes qui seront atteintes et donc il y aura des problèmes. Donc ça, au-delà de l'aspect Pfizer et qui amène des problèmes, on va dire, traditionnels, gérés, il y a aussi le problème que derrière, il y a une stratégie qui risque d'être pénalisée dans le temps. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas vraiment surprenant en soi. Enfin, ça peut arriver des incidents sur une façon de fonctionner, sur un processus qui est quand même assez complexe, de la création jusqu'à la mise en œuvre. La question, elle se pose plutôt sur les moyens logistiques qu'on met pour cette campagne de vaccination. Parce qu'au-delà de ce problème qu'on a avec Pfizer maintenant, on a eu aussi le retard du vaccin Sanofi,
juste avant. Donc on a une accumulation comme ça de problématiques qui viennent remettre en cause une stratégie qui déjà en elle-même est assez floue, assez lente. On est un peu plutôt la tortue que le lièvre dans ce cas-là. Et on se retrouve finalement dans une situation où la stratégie, non seulement elle est lente dès le départ, mais en plus elle va se retrouver à devoir s'adapter aux conséquences logistiques, alors que normalement on aurait dû anticiper toute cette dimension-là. Et aujourd'hui, on a par exemple le lancement des prises de rendez-vous qui sont faites pour la campagne de vaccination. Aujourd'hui, tous les rendez-vous sont déjà pris. On va en parler de ça juste après. Je voulais qu'on reste encore quelques instants donc, sur cette histoire Pfizer. Voilà. L'idée, c'est que la stratégie se jugera, on va dire, sur l'objectif s'il a été atteint dans l'espace de temps qu'on s'était fixé. Et notamment, d'autant plus qu'Emmanuel Macron met l'accent sur la capacité de la France à finalement se réindustrialiser, à reporter un projet dans le domaine industriel et de la recherche. Derrière, il faut compter ces deux. On a pris du retard globalement en Europe, et particulièrement en France, sur ces dimensions-là. Et on doit passer à autre chose que simplement des annonces. Est-ce que ça dit quelque chose de la politique industrielle française? On parlait de Sanofi, européenne même. Oui, mais en même temps, moi, ce que je n'ai pas vu, ou alors ça m'a échappé, c'est que s'est-il passé dans l'usine de Belgique? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible ou qui était programmé ou il y a un incident? Moi, je n'ai pas la réponse pour le moment. On ne sait pas trop pourquoi il y a un problème dans une usine en Belgique. Maintenant, quand même, on n'a jamais été aussi vite, enfin l'industrie pharmaceutique n'a jamais été aussi vite pour mettre au point un vaccin. C'est beaucoup plus long habituellement. Donc il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des problèmes. Maintenant c'est vrai que sur les problèmes de logistique, d'organisation, ça n'est pas simple. Mais bon, ça fait 8 ou 9 jours de retard. Effectivement, sur ce cas-là, c'est ce qui est annoncé. Et a priori, ça ne remet pas en cause pour le moment la montée en puissance de la vaccination. Je crois que c'est pas facile, c'est pas aussi évident que ça. Vous avez des pays qui ont commandé très très tôt, bien avant tout le monde, des vaccins, en les payant plus cher, mais pour être sûr de les avoir. Je pense à Israël. Si Israël a pu vacciner autant de personnes, c'est qu'ils ont pris bien en amont les commandes, y compris en étant conscients qu'ils les payaient plus cher. Après, chaque pays... Et associé à une logistique aussi. Et associé à une logistique, mais bien entendu. Non, mais les deux sont liés. Il y a la commande des vaccins et la logistique derrière. Parce que ça ne serait pas de se limiter au fait de payer plus cher. Non, mais ça doit aider quand même. Oui. Ils ont pu les avoir en nombre. Après, nous, en logistique, je crois qu'on a compris depuis quelques temps qu'en France, il y a quelques problèmes qui sont liés, selon moi, à des problèmes d'organisation de l'administration. Je ne dis pas les fonctionnaires, mais en plus haut lieu. Il faudra en rediscuter de tout ça. Patrick Managenier. Oui, c'est vrai qu'en France, en fait, nous n'étions pas prêts sur le plan opérationnel. Il y a ce qu'on appelle un millefeuille administratif en France qui complique considérablement les choses. Israël est un modèle en l'espèce parce qu'il y a moins de démocratie. Alors c'est vrai, on nous dit Israël est un pays nettement plus petit. C'est vrai, mais il y a nettement moins de strates démographiques. Et lorsque je regarde le plan de Joe Biden qui va arriver à la Maison-Blanche la semaine prochaine, on va faire appel à des militaires, on va faire appel à une logistique pure. Et donc c'est ça dont nous avons besoin. Il faut créer des gymnases. Moi, pour le SRAS, je me rappelle, je m'étais fait vacciner dans un gymnase, il n'y avait pas besoin d'ordonnance, il n'y avait pas besoin de je ne sais quoi. Donc on y allait parce que ça avait été validé à l'époque par les pouvoirs publics. Ils vont donc supprimer des strates. Il faut une logistique considérable. Et je rappellerai une chose, c'est peut-être que les gens n'ont pas suffisamment réalisé qu'en réalité l'Europe avait commandé des vaccins au niveau de la Commission européenne. La Commission a fait un gros travail, mais que la logistique technique, elle est purement nationale. Et cela dépend de chaque organisation. Angela Merkel, qui va bientôt quitter le pouvoir, fait encore mardi prochain une réunion par visioconférence avec les présidents des régions pour voir comment faire. Donc c'est chacun selon son organisation et selon effectivement ses strates administratives. Mais il faut être honnête en disant que cela ne touche pas que la France. L'Italie aussi a moins de vaccins. Et nous aurions dû anticiper sur les chaînes de production. J'ai entendu dire par exemple que Sanofi, qui comme vous savez est en retard sur la validation d'un vaccin, était prête à offrir ses chaînes de production. Il fallait que toutes les entreprises françaises ouvrent leurs chaînes de production pour contribuer. Et là, il me semble qu'il y a eu encore un retard à l'allumage. On va retrouver le professeur Epaulard. Professeur, concernant la vaccination des vaccins. Alors juste avant votre question, excusez-moi, juste une remarque. Un de vos invités faisait le parallèle entre le fait que le vaccin avait été développé très vite d'une part, et d'autre fait, le fait que pendant la production, il pouvait y avoir peut-être des problèmes comme on est en train de le voir actuellement. Il faut bien que dans l'esprit de chacun, ce soit clair. Le fait qu'actuellement, il puisse y avoir des problèmes dans la production à très haute échelle du vaccin n'a rien à voir avec le fait, par exemple, qu'on découvrirait a posteriori un problème avec le vaccin lui-même.
En ce qui concerne le vaccin, son efficacité et sa sûreté, à la fois les essais cliniques de grande ampleur qui ont eu lieu et à la fois le fait que maintenant des pays aient pris beaucoup d'avance et vacciné, comme aux USA, plus de 12 millions de personnes, nous donne beaucoup de recul. Donc il faut bien que dans l'esprit de chacun, ce soit clair que ce n'est pas un problème sur le vaccin en tant qu'agent efficace et sûr, mais un problème sur le fait que du vaccin en tant que produit industriel qui doit être produit de façon complètement inédite dans l'histoire humaine en termes de nombre de doses et de temps, et qu'il puisse y avoir effectivement des problèmes industriels, c'est effectivement pas complètement étonnant. L'autre chose aussi que je voulais dire, on râle pas mal et un peu tous, on est un peu frustrés sur le fait qu'il n'y ait pas la vaccination qui développe aussi vite que ce qu'on voudrait. Nous, en tout cas, notre expérience, c'est qu'on a des vaccins à la fois sûrs et efficaces. On a plein d'endroits pour vacciner les gens et plein de volontaires, plein de structures différentes, à la fois des structures dans des endroits un peu éloignés et à la fois des gymnases ou des vaccinodromes, comme on dit parfois, qui sont en train de se monter et qui vont être très efficaces. On a aussi plein de gens qui sont très motivés pour se vacciner, alors qu'on disait les Français sont anti-vaccins, personne ne va vouloir. Et en fait, nous, ce n'est pas du tout ça qu'on voit. Nous, effectivement, on ouvre une ligne de vaccination, c'est-à-dire c'est 100 personnes par jour, on la voit se remplir en 2 heures. Ce qui fait défaut, effectivement, c'est le fait que la France reçoive un certain rythme des vaccins et qu'ensuite, même si elle les dispatche très vite dans les différents centres, on n'en a pas tout à fait autant qu'on veut. Mais le reste, ça ne marche pas si mal que ça quand même. Et vraiment, notre principal problème actuellement, c'est le fait qu'on aimerait bien avoir tout de suite 10 millions de doses, mais qu'on ne les a pas. Alors, on parlera de cet aspect, effectivement, ô combien important dans quelques instants, dans la deuxième partie. Donc, je vous pose ma question. Il y a une question qui émerge là ces derniers temps. Est-ce qu'il faut vacciner les enfants ? On sait que, a priori, ils sont davantage touchés que le reste de la population. Mais il y a une incertitude, c'est est-ce qu'ils sont vecteurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent transmettre ou pas ? Et là, alors, c'est là que je vous précise ma question. Est-ce que ça aurait un intérêt, dans ces conditions, de vacciner les enfants ? Le premier niveau de réponse, c'est de dire qu'on a choisi en France de vacciner pour éviter des morts et pour éviter des hospitalisations de forme grave. Et donc, on a choisi le bénéfice direct de la vaccination, c'est-à-dire de vacciner des personnes dont l'âge ou dont les pathologies les exposent au risque de se retrouver en réanimation avec une Covid grave, voire de mourir. Et donc, ça veut dire vacciner les gens âgés, et puis de plus en plus jeunes, jusqu'à 50 ans, et les gens qui ont des maladies chroniques ou du cancer ou d'autres maladies qui les exposent au risque de forme grave. Si on vaccine les enfants, ce ne sera pas pour eux, ce ne sera pas pour protéger les enfants de formes graves, parce que les formes graves chez les enfants, c'est extrêmement rare, même si on a un système de santé tellement bien fichu qu'il est capable de détecter ces très rares formes graves. Ce sera pour limiter la circulation du virus chez les enfants et de ce fait, limiter la circulation du virus aux strates d'âge supérieures, si je puis dire. Ça marche bien si on vaccine beaucoup de personnes. Ça marche bien si on vaccine au moins 70% des enfants. Et vacciner 70% des enfants, ça fait beaucoup de doses, ça fait beaucoup de choses à faire sur le plan pratique, mais ça fait surtout beaucoup de doses, alors que l'effet populationnel, l'effet sur l'immunité de groupe, l'effet sur la circulation du virus ne sera pas aussi évident que ça à obtenir tant qu'on n'aura pas vacciné beaucoup d'enfants. Et donc la stratégie qui est celle de presque tous les pays, c'est d'apporter aux gens qui risquent de mourir dans les 3 ou 6 mois une protection presque immédiate, parce que la première dose protège très vite dans les études, une protection presque immédiate contre la Covid. Au deuxième semestre, la question se posera non seulement de vacciner tous les adultes, mais peut-être aussi tous les enfants. C'est vraiment une question intéressante, mais à mon avis, ce n'est pas la question du moment. Merci professeur pour toutes ces explications. Avant de marquer une petite pause, quand on a entendu toutes ces explications, on nous dit aussi que les vaccins, ça ralentit pas forcément la circulation, ça protège, mais ça ralentit pas. Donc là, on n'a pas fait médecine, mais les politiques qui s'appuient quand même sur un conseil scientifique, qu'est-ce qu'ils doivent faire d'après vous ?
Non, moi, je rebondirais un peu sur ce qu'a dit M. Eppolard. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on commence à lancer la vaccination des enfants, déjà, on n'a pas beaucoup de vaccins, entre guillemets, sur une situation normale. D'un seul coup, on risque d'avoir un goulet d'étranglement. Et après, c'est comment gérer l'afflux de population dans les vaccinogromes. C'est ça qui me pose problème. Donc, il y a aussi ceci à voir. C'est pas de lancer... On lance un problème alors qu'on n'a pas résolu le premier. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on ne veut pas noyer les anciens problèmes sur de nouveaux problèmes, finalement, rester un gros problème. Et de toute façon, tant que le vaccin ne sera pas formellement validé pour ce qui est de la contagion, il n'y a pas d'intérêt particulier à vacciner l'ensemble des enfants parce que le coût serait énorme par rapport aux bénéfices. Si les enfants peuvent continuer à contaminer les gens autour d'eux sans avoir de forme grave, la stratégie est complètement défectueuse sur ce plan-là. Bon, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants et on parlera de ces petits cafouillages pour les prises de rendez-vous pour se faire vacciner. Il y a la parole officielle, puis il y a le ressenti des Françaises et des Français. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur ? meilleurtaux.com. Le 20 janvier, LCI à Washington pour tourner une page de l'histoire américaine. Le départ de Donald Trump, les premiers pas de Joe Biden président. L'Amérique change de visage. L'investiture et ses enjeux, vous les vivrez en direct sur notre antenne avec nos équipes aux États-Unis. Donald Trump loin de la Maison-Blanche, Joe Biden dans le bureau ovale. Une journée spéciale le 20 janvier, dès 6h sur LCI. En ce moment, vous n'avez pas le droit d'accueillir un monsieur tout rouge sans masque, parce que vous n'avez pas le droit de négliger les gestes barrières. Mais avec la Banque Postale, vous avez quand même le droit de recevoir de l'aide au ménage en cas de sinistre grâce à l'assurance habitation. C'est ça, être banque et citoyenne, la Banque Postale. Dimitri, professeur, a besoin de sa voiture pour aller travailler. C'est pourquoi GMF rembourse au prix d'achat votre voiture de moins de 4 ans, si elle est volée ou détruite. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. La capitale du Honduras est Tegucigalpa. Ok, toi qui sais tout. Combien vont me coûter mes consommations d'électricité le mois prochain? Eh ben voilà, il n'y a plus personne. Ça dépend de votre conso. Mais avec l'offre ELEC Énergie Garantie 2 ans d'Engie, le prix du kilowattheure d'électricité est fixe pendant 2 ans. Et en plus, c'est de l'ELEC verte. J'agis avec Engie. Toute l'équipe Comme J'aime vous souhaite une très belle année 2021. Prenez soin de vous et surtout de votre santé. Prendre soin de sa santé, c'est évidemment surveiller son poids. Et pour surveiller son poids, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur commej'aime.fr pour calculer gratuitement son IMC. Au-delà de 25, vous êtes en surpoids et au-delà de 30, vous êtes en obésité. Grâce à Comme J'aime, en 6 mois, je suis passé d'une situation de surpoids à un IMC normal. Alors vous aussi, prenez soin de vous. Ça commence en 2 clics pour connaître votre IMC. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Découvrez les îles turquoises en catamaran qu'Atlante et réservez votre croisière dès maintenant sur Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait! Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement.
Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur ? meilleurtaux.com. Allez, LCI Info se poursuit. Avant de continuer notre débat, on va faire un point sur ces manifestations qui se déroulent dans plusieurs villes de France. On va retrouver dans la manifestation parisienne, manifestation contre le projet de loi sécurité globale. On se souvient qu'il y avait eu des manifestations au mois de décembre. Margot Madescler et Marine Truchot, vous nous disiez tout à l'heure que tout se déroulait dans le calme. Visiblement, si on en croit ces images, on arrive place de la Bastille. C'est ça, hein ? Oui, effectivement, c'est bien cela. Oui, le cortège arrive place de la Bastille, toujours dans une ambiance déterminée et sous bonne garde. Nous avons pu discuter avec plusieurs manifestants qui nous ont expliqué s'être fait contrôler, pour certains, de nombreuses fois en amont. Et tous nous ont dit que c'était important pour eux de venir manifester aujourd'hui, que la neige qui maintenant est devenue pluie ne les avait pas refroidis, qui s'inquiétaient pour l'avenir de leur pays. Donc vraiment ici, l'état d'esprit, c'est la détermination. Les forces de l'ordre sont venues en nombre. Il y a 2700 hommes sur le dispositif. Et comme vous le voyez sur les images de Marine Truchot, nous arrivons maintenant à Bastille. Merci à vous deux. On continuera de suivre ces manifestations dans LCI Tout Info. On va revenir donc à notre débat sur cette campagne de vaccination. 320 000 personnes ont été vaccinées. C'était les chiffres pour la journée arrêtée à la journée d'hier. L'objectif, on le rappelle, c'est 1 million de personnes vaccinées fin janvier. Alors d'un côté, il y a les déclarations officielles, celle du ministre de la Santé, volontaire, rassurante. Plusieurs centaines de centres étaient ouverts hier matin, disait Olivier Véran. Je m'étais engagé à ce qu'il y ait entre 200 et 300 centres de vaccination disponibles à compter de la semaine prochaine dans tout le pays. Ce matin, ce sont 833 centres qui étaient ouverts sur tout le territoire national et accessibles à la réservation en ligne ou par téléphone en vue de démarrer la vaccination de la population générale âgée de 75 ans et plus à compter de lundi. Toute cette émulation qui s'est mise en place dans les territoires, c'est ce qui permet à notre stratégie vaccinale d'avoir été amplifiée, d'avoir pu s'accélérer, simplifier, et ce qui nous permet d'afficher aujourd'hui des chiffres de vaccination qui n'ont absolument rien à envier à la plupart de nos voisins. Alors ça, c'est la parole officielle. Et puis, il y a le vécu de celles et ceux qui ont voulu prendre un rendez-vous. Je suis à la mairie du 13e. En début d'après-midi, on nous a dit on ne prend pas d'inscription. Les sites sont bloqués aussi. Donc, depuis hier, j'ai téléphoné, j'ai passé 4 heures au moins sur les différents sites, c'est impossible. J'ai essayé Internet, j'ai essayé le 0800, j'ai essayé le 3975, j'ai essayé le site Maya, et ainsi de suite, et rien. Bon, qui est responsable? C'est la haute administration, la détérioration des services publics, ou alors, les politiques, tout simplement? Ou alors c'est multiple? On a une centralisation de la décision qui se fait de manière générale sous le mandat d'Emmanuel Macron, qui participe vraiment à l'ensemble des petits cafouillages et des grosses erreurs parfois qu'on voit à travers la gestion de cette crise. Et notamment dans ce cadre-là, par exemple, ça a été le choix au départ, avant un rattrapage par la suite, de se dire on va organiser l'ensemble des planifications des rendez-vous avec des plateformes en ligne. On vise les plus de 75 ans, mais on choisit de dire il faut prendre des rendez-vous sur Doctolib. On a déjà une petite incohérence, qui a fait qu'ensuite, on a rajouté un numéro de téléphone, avec des problèmes par la suite de redispatchage de chacun des personnes qui appellent, etc. Donc on a quand même un système qui prend du temps à se mettre en œuvre, et surtout un flou total sur qui prend effectivement ces décisions, qui sont les personnes en charge, et est-ce qu'on a vraiment chercher à impliquer des spécialistes de la gestion de la crise. En France, dans le ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées, on a des personnes qui sont compétentes pour ces questions-là, qui sont compétentes pour l'organisation logistique. Ont-elles été impliquées? Ont-elles été impliquées pas uniquement au niveau des préfectures, mais
de manière centralisée avec des spécialistes. À ce stade, j'espère qu'ils n'ont pas été impliqués parce que sinon c'est très mauvais signe pour notre capacité à gérer les crises. On a fait appel à un cabinet. Hein. Oui, ça, c'est en l'occurrence qui a fait le fait de là aussi ça a été beaucoup commenté. Ouais. Externaliser les compétences de l'État, c'est vraiment la conséquence ultime. Je crois qu'il faudrait prendre une décision très importante, fondamentale, de décentraliser complètement au niveau des collectivités locales. Ce sont les maires qui sont au plus près du terrain. Et je crois que, sous réserve de vérifier si tout se passe correctement, il faudrait donner aux maires, confier aux maires qui ont des organisations, des services de solidarité, de santé, ce soin. Donc, demander aux maires directement de pouvoir vacciner leur population. Je sais que le maire de Nice, par exemple, l'a demandé, suscitant d'ailleurs des réactions du maire d'Antibes qui considérait qu'il faut que tous les maires soient équitablement donc fournis en vaccins, mais je crois qu'aujourd'hui il faut couper des strates administratives, ne pas laisser le soin aux préfets ou aux ARS de décider, mais de fournir des vaccins directement aux maires, aux départements, les élus qui sont au plus proche du terrain. C'est la seule façon de faciliter l'organisation logistique. Vous disiez tout à l'heure, on a fait appel à un cabinet. Ah oui, c'est un cabinet américain, que je sache. Et donc, est-ce qu'un cabinet américain est nécessairement bien informé de l'organisation administrative française? Ça, c'est autre chose. Certains s'interrogent pour savoir pourquoi l'armée n'a pas été sollicitée, non pas pour vérifier, mais en termes de logistique. Ils ont des logistiques, ils ont des hôpitaux de campagne. Ils peuvent mettre en place des unités mobiles de vaccination comme cela a été fait en Allemagne. Je crois qu'il faut se donner tous les moyens logistiques aujourd'hui et essayer de passer au-delà de toutes ces strates administratives. Ce sera la seule façon d'avoir une vaccination efficace pour un peu que nous ayons suffisamment de vaccins. Et au-delà du fait que les maires sont proches du terrain, les maires ont beaucoup appris, les mairies ont beaucoup appris au cours de la première partie de la crise, parce que souvent ils se sont retrouvés à gérer eux-mêmes la distribution de masques, l'organisation des campagnes de tests. Ils ont été très impliqués et du coup ils ont développé aussi des connaissances sur la façon de s'organiser, la façon de déployer sur le terrain des centres de tests. C'est des compétences qui sont transférables et qui sont aussi applicables à la campagne de vaccination. C'est pour ça qu'aussi la campagne qui commence va largement impliquer les mairies, en tout cas à Paris, c'est l'information que j'ai. Un peu moins d'État, en se demandant dans le même temps d'ailleurs où est l'État. Alors deux choses. Et alors, je vais revenir peut-être tout à l'heure, mais il y a deux choses. Sur la communication de M. Véran, je trouve un peu dommage qu'il s'avance un peu trop en disant oui, j'ai fait 300, ça fait 800, ne sachant pas si derrière, on ne s'assure pas d'un minimum. Parce que cela participe en fait à la baisse de morale de la population. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le moral de la population est indexé sur la durée de la crise. En fait, plus elle dure et moins le moral de la population, parce qu'on aurait pu faire sur une annonce d'assurance, de dire, ben voilà, on avait prévu 300, on est à 800, ah c'est bien, l'État travaille et tout, donc c'est bien, mais à côté, on voit que ça ne marche pas à côté. Donc d'un seul coup, il y a un contre-effet qui arrive au sein. Et donc finalement, on se dit, bah, ça participe encore à la gabegie un peu générale. Et je trouve un peu dommage que même nos communicants institutionnels ne rapportent pas, on va dire, à nos dirigeants de dire, ben, faites attention, vérifiez qu'au moins ça marche un minimum. Et c'est ça qui pose le problème. Et je ne suis pas, au-delà des aspects qui ont été dits, je trouve qu'il y a aussi cet effet que le gouvernement devrait nous rassurer sur des choses assez élémentaires, de dire j'en prévois 300, j'en fais 800, mais finalement ça ne marche pas. Donc ça pose ce type de problème. Est-ce que le gouvernement peut dire ça ne marche pas? Non, mais de dire à la limite, on se retient, on dit rien. On dit voilà, je vous ai fait une surprise. Je crois qu'il y a plusieurs problèmes, mais il y en a deux qui m'apparaissent essentiels. Le premier, effectivement, c'est de faire plus confiance aux collectivités locales, aux maires, etc. De la même manière que sur le plan économique-social, faire plus confiance aux interlocuteurs sociaux. Or, les dernières années, on a vu qu'il y a une recentralisation du pouvoir. Alors, il y a un problème constitutionnel derrière ça, mais au niveau de l'Élysée, c'est pas uniquement avec Emmanuel Macron, ça avait démarré avant. Deuxième problème, je pense, mais l'administration d'une manière générale, a beaucoup souffert ces dernières années. Des réformes successives qui avaient uniquement comme objectif un objectif budgétaire. On n'a pas réfléchi autrement. C'est la révision générale des politiques publiques, la modernisation de l'action publique, etc. Donc il y a eu une déstabilisation. Mais vous savez, Olivier Véran, pas plus que ses prédécesseurs, n'ont la main sur l'organisation d'un ministère, la façon dont les choses se passent. Combien même d'anciens présidents disent « mais on prenait une décision, 6 mois après, elle n'était toujours pas appliquée ». Donc il y a des lourdeurs, des conservatisme au bon sens du terme. Je ne vise personne en particulier, c'est une question d'organisation. Et ça, en tous les cas, ça nécessiterait véritablement une réflexion sur à quoi sert l'État, c'est quoi le rôle des services publics dans notre République, etc. Je pense que c'est vraiment un élément clé pour les mois et les années à venir.
Et c'est la haute administration qui bloque, c'est-à-dire des gens qui sont sortis des corps les plus prestigieux de l'État? Oui, il y en a. Oui, mais bien entendu. Moi, je pense qu'il faut réformer l'ENA aussi. Donc ça, c'est autre chose. Mais oui, ça joue. C'est évident. Vous savez, comment l'accès à l'ENA, pas forcément l'ENA. Non, oui, j'ai pas dit force supprimer l'ENA. Non, pas seulement l'accès. Enfin, moi, je considère, par exemple, j'ouvre une parenthèse, qu'une fois qu'on est sorti de l'ENA dans la botte, comme ils disent, et qu'on est inspecteur général des finances, c'est pas un passeport pour toute la vie. Si on doit prendre d'autres responsabilités, comme à l'école de guerre, on doit, à un moment donné, dans les militaires, ils doivent repasser un examen, d'une certaine manière, une formation, etc. Voilà, ce qui devrait se faire. Voilà. Mais je pense que ça doit être réfléchi, mais il y a des tas d'exemples comme ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand Emmanuel Macron, au début, décide, ils ont reconnu que c'était une erreur après, de limiter à 8 le nombre de membres dans les cabinets ministériels. D'abord, ceux qui y étaient se sont explosés rapidement, et ensuite ils se sont aperçus du coup, ils redonnaient plus de pouvoir à une haute administration qui, quand un nouveau ministre arrive, vous savez ce qu'ils sortent? Ils appellent ça les dossiers ministres. On va rechercher les dossiers dans le coffre qu'on a réussi à passer au précédent, qu'on n'a pas réussi à passer, on les ressort. Voilà, c'est ça qu'il faut réformer. Oui, moi je ne suis pas du style à taper sur les fonctionnaires parce que j'estime que lorsque nous sommes dans mais là-haut, faut différencier le mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une mixture très importante entre les politiques et l'administration. Il faut que des politiques apprennent à prendre leurs propres responsabilités. Et justement, vous disiez qu'il y a un effet pervers à la diminution des membres des cabinets ministériels, c'est que ça donnait beaucoup de pouvoir à la haute administration, qu'il faut écouter par ailleurs. Mais il est important que le ministre prenne ses responsabilités politiques et sache prendre des décisions, y compris contre son administration. Et ça, c'est pas du fait d'Emmanuel Macron, c'est toute la Ve République finalement. Et moi, j'en parle dans mon ouvrage sur la Sixième République. Je dis qu'il faut réformer cette République. Je suis un des rares à avoir depuis longtemps dit qu'il fallait supprimer cette botte de classement à l'École nationale d'administration pour que les jeunes hauts fonctionnaires qui sortent de cette école fassent leur classe sur leur terrain et qu'il n'y ait un classement qu'à l'issue d'une période de probation, 4 ans, 5 ans. Et c'est ça, il faut réformer en profondeur, comme on le fait dans une école de commerce, dans une entreprise, on n'est pas toujours au top niveau. Si on n'est pas bon, on s'en va. Il faut que ce soit la même chose pour l'administration. Et je crois que c'est toute une réflexion en profondeur que nous devons avoir en effet sur la haute fonction publique dans la Ve République. D'une campagne de vaccination, on arrive à parler de l'ENA et de sa réforme, qui est un peu le serpent de mer quand même, parce que ça fait quelques années mais on en en reparle maintenant parce que c'est un sujet qui devient important. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tous ces problèmes d'organisation administrative dans la vaccination, c'est un problème fondamental pour la société française. Tiens, on va parler du couvre-feu, 18h. Ce soir, on devra tous être chez nous. Et là, on va s'interroger sur son efficacité, même si on manque, il faut bien le dire quand même, de données scientifiques. Écoutez tout de même ce qu'en pense un médecin, le professeur Megarban, précisément. Je comprends la logique d'appliquer une même mesure claire partout. On l'a bien appliqué pour les masques dans la rue, donc on fait pareil. Maintenant, effectivement, moi je suis d'accord avec le conseil scientifique. Je pense quand même que dans certains départements où le virus circule de façon très très importante, il aurait fallu très probablement renforcer un tout petit peu les mesures avec peut-être un confinement du week-end. Par exemple, à Nice, on voit très clairement que le couvre-feu avancé et déjà, la mise en place du couvre-feu et le couvre-feu avancé n'ont pas permis de ralentir la progression de l'épidémie. Donc voilà, si on en croit le professeur Megarban, à Nice, qui depuis le 2 janvier est passé en confinement à 18h, on ne voit pas forcément les effets. Il aurait fallu être beaucoup plus strict. Bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On manque encore de données. Tous les scientifiques sont assez d'accord. Mon interprétation de cette décision du gouvernement, c'est qu'il s'agit en fait d'un choix entre deux. C'est du en même temps. C'est une prise de conscience que finalement, un mois après avoir finalement levé le confinement et donc avoir rouvert les commerces non essentiels, nous ne pouvons pas réimposer un confinement qui remettrait des gens, un nombre incroyable de personnes dans une situation extrêmement précaire, et en même temps une obligation ou un sentiment d'obligation de faire quelque chose. Et de faire quelque chose, on se retrouve avec cette demi-mesure qui est l'avancée du couvre-feu à 18h, qui dans les faits ne convainc personne. Enfin, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui me dise spontanément c'est une excellente idée, nous allons y voir un impact immédiat, sachant que si l'impact effectif sur la rapidité du confinement n'est pas suffisant, c'est-à-dire si on se contente de ralentir l'augmentation, mais pas de renverser directement la tendance,
nous aurons finalement à un moment à arriver à des mesures qui seront plus sévères. Donc nous aurons potentiellement, simplement, aujourd'hui, avec cette mesure-là, un report d'une décision difficile. Est-ce que vous avez les idées claires? Est-ce que, comme certains politiques, comme Jean-Luc Mélenchon dit, il faut arrêter de faire le yo-yo, quoi. Oui, mais ça revient au problème de l'arbitrage, parce qu'en fait, le gouvernement doit faire un arbitrage entre le sanitaire et l'économique. Et donc, la grande difficulté, et là, c'est il a un problème derrière, on va dire, de lit derrière pour limiter la casse, d'une certaine manière, mais c'est une vision court terme, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est une vision plus long terme, parce qu'en fait, si ça ne passe pas, si on fait un confinement, il va y avoir des problèmes psychologiques, des problèmes économiques, et ça, ce sont des effets à long terme qu'on risque de traîner bien après la résolution de cette crise. Et ça, ce qui me pose problème. Donc là, d'un certain côté, c'est soit on revient au confinement, mais en fait, c'est le minimax, c'est-à-dire qu'on veut minimiser le maximum de risques, et c'est pas satisfaisant. Mais surtout, ça vient, et c'est la capacité de rebond de la population française qui, après le premier confinement, était repartie. Je ne suis pas certain qu'après, éventuellement, cet aspect-là, voire un confinement, on ait la capacité de rebondir derrière. Et ça pose après des problèmes psychologiques. Et comment remotiver une population à vouloir retravailler, à aller retravailler, alors qu'ils ont été un peu détruits, quoi. Pour vous, qui êtes économiste, je rappelle, un troisième confinement, ça pourrait avoir sur la croissance dans les mois, les trimestres à venir, des conséquences. On n'arrivera pas à rattraper le retard. Grosso modo, on a estimé qu'un confinement dur, c'est-à-dire fermeture, c'est 1 point de croissance, 1 point de PIB par mois. Donc si vous faites 20 milliards d'euros, quoi. Voilà. Donc ce qui fait que concrètement, si plus vous refaites, donc ça pose des problèmes, parce que c'est comme quand vous arrêtez une voiture, avant qu'elle commence à rouler, on va dire, à reprendre le rythme normal, il faut qu'elle se lance, et c'est pas évident, et dans quel état on repart. Oui, non, mais c'est depuis le début de l'épidémie, on est confronté, enfin le gouvernement est confronté à ça. Quelles mesures je dois prendre, à la fois pour tenir compte des impératifs sanitaires et aussi tenir compte des conséquences économiques et sociales. Alors moi, j'ai toujours dit depuis le début que, attention, j'avais même provoqué en disant attention qu'il n'y ait pas plus de morts indirectes du Covid que de morts directes. Donc c'est quelque chose de très difficile. D'ores et déjà, après le premier confinement, où finalement les entreprises se sont plus ou moins adaptées, après on a cru que ça repartait. Là, moi je vois bien, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on est dans l'incertitude complète, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois, dans 4 mois, donc on prépare des plans de restructuration. On en est là aujourd'hui. Donc c'est pas évident à prendre. Je pense que la mesure, je ne sais pas si c'est efficace ou pas, moi, 18h, 20h, j'en sais rien franchement. Par contre, il y a un aspect psychologique, c'est aussi de dire à la population, attendez, c'est pas fini, attention. Et comme on ne sait pas, par exemple, ce que va donner l'évolution du variant anglais ou du variant sud-africain qui est apparemment plus contagieux, y compris le Premier ministre, il n'exclut pas le principe d'un reconfinement. Et on voit ce qui se passe au Portugal, on voit ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui. Donc, ça n'est pas simple, mais cet équilibre, j'ai toujours dit, c'est l'équilibre impossible, d'une certaine manière. C'est un choix qui est toujours très délicat à prendre, parce que les conséquences sociales, on les a déjà, les inégalités, la pauvreté, dans beaucoup de populations, chez les étudiants, etc. Donc déjà, d'ores et déjà, il y a des problèmes. Donc après, il faut peser, et puis bon, je reconnais que c'est pas simple. Alors, concrètement, on va se projeter lundi. En Ile-de-France, la région a décidé d'avancer l'heure de pointe. Ça sera 15h30, 16h, 16h30. Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région, était avec nous tout à l'heure. Il faut s'adapter et éviter absolument le brassage. Donc, on va même commencer à décaler l'heure de pointe à partir de 15h30 pour étaler du mieux possible cette heure de pointe qui pose problème et réduire l'offre à partir de 19h. Donc, en fonction de la distance entre son travail et son domicile, on pourra partir plus ou moins tôt pour être à 18h chez soi. Donc, on étale au maximum. Alors là, on va rentrer dans le détail, dans le concret, et sans avoir fait médecine, on peut se demander qu'est-ce que ça change d'un point de vue sanitaire de se retrouver dans des rames hors de pointe, donc avec beaucoup de monde, à 15h30, 16h, 16h30, plutôt que 18h, 18h30, 19h. Bon, la question sur les rames de métro, elle se pose depuis le début de la crise du Covid. Finalement, c'est le choix de continuer à travailler, de continuer à avoir une activité économique. Dans tous les cas, en fait, quel que soit le moment de la crise, on ne pourra pas revenir sur cette disposition-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de maximiser, enfin de minimiser les risques, c'est-à-dire que tout le monde porte son masque. On peut se dire qu'aussi les gens changent régulièrement, on reste rarement plus de 20 minutes avec la même personne à moins d'1 mètre de soi dans une rame de métro.
c'est une question qui se pose pas forcément de manière très cruciale. Par contre, l'adaptation des heures de pointe, elle est peut-être possible pour certains services publics, mais pour la majorité des acteurs privés, ça n'a pas de sens. Pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir cours au télétravail, l'horaire de 18h, c'est simplement un coup près où on sait qu'on rentrera chez soi plus tard et on ne pourra pas faire de courses. Et si on n'a pas à manger, il faudra appeler Uber Eats et payer très cher. Enfin, je ne fais pas de placement de produit, mais derrière, c'est... et encore pour les gens qui ont cette opportunité-là. C'est-à-dire que derrière, ça a une implication sur l'organisation sociale, l'organisation des familles, comment on s'organise avec les différents emplois du temps. On met non seulement de la pression économique, mais de la pression en termes de charge mentale sur les gens. Et ça, au bout d'un moment, ça va finir par avoir un impact très fort. Enfin, je ne sais pas comment étaient les gens autour de vous, mais après les décisions qui ont été annoncées, c'était un sacré choc. Enfin, pas forcément un choc, mais il y a une forme de résignation et un abattement parmi les gens qui sont bien au courant que la crise va perdurer, mais qui ont quand même cet impact émotionnel, psychologique sur leur quotidien. Ouais, parce que quand on parle de sanitaire versus économie, quand on parle du sanitaire, est-ce qu'on ne devrait pas, alors Jean-Claude Mailly nous a déjà dit ce qu'il pensait, arranger aussi la détresse psychologique on la met où et qui pourrait malheureusement être très importante. Je crois que malheureusement, la détresse psychologique, comme vous dites, passe par pertes et profits. C'est un peu des dégâts collatéraux que nous ne savons pas très bien appréhender. Regardez ce pauvre étudiant lyonnais qui s'est défenestré, qui s'est suicidé. Je connais des étudiants qui n'ont pas beaucoup le moral aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire face à cette détresse psychologique. On peut mettre un numéro de téléphone, mais ça ne suffit pas. Vous savez, isoler les étudiants, isoler les enfants, les uns et les autres, des gens qui ne se parlent plus qu'à travers des instruments tels que Zoom ou autres, ça devient extrêmement difficile. Et donc là, effectivement, il y a un vrai problème que nous ne savons pas aborder. S'agissant de l'heure de pointe, que vous l'avanciez à 15h30 ou qu'elle reste à 18h, vous disiez, on déplace le problème. Aujourd'hui, on parlait des acteurs du privé. Il ne faut pas croire que tous les fonctionnaires vont rentrer également à 15h. C'est pas vrai. Le Premier ministre a dit que les services publics allaient rester largement ouverts. Donc ça veut dire qu'il va y avoir énormément de dérogations, ce qui peut tout à fait se justifier au nom de la poursuite, la continuité du service public, mais il ne faut pas croire que tous les fonctionnaires vont rentrer à 18h. Au demeurant, les enseignants vont devoir rester pour attendre les parents d'élèves lorsqu'ils auront 1 heure de métro ou de RER pour rentrer chez eux ou de voiture dans les régions. Ça va être extrêmement difficile, donc ça pose des problèmes matériels. Peut-être, moi je ne suis pas médecin, alors si les médecins disent que c'est efficace, mais je n'en suis pas persuadé, ça pose énormément de problèmes logistiques. Moi j'écoutais une maman l'autre jour qui me disait oui, mais mon fils devait aller à telle activité, c'est pas possible, je vais devoir le récupérer, mais je ne sais pas comment je vais m'organiser. Donc c'est toujours l'aspect logistique et je crois que c'est des choses qu'on ne prend pas suffisamment en compte. De toute façon, il n'y a plus d'activité. Comme ça, au moins, ça fait un problème, malheureusement, de régler. Non, mais je voudrais dire que sur l'accompagnement psychologique, je trouve c'est un manque on va dire, de moyens, dans la mesure où, quand vous avez un médecin du travail pour une ensemble d'une entreprise ou pour une ensemble d'universités et il n'y a pas assez d'écoute, c'est là où il faudrait peut-être imaginer, on va dire, de revoir s'il n'y a pas possibilité d'amener certains étudiants en fin d'études ou de faire des stages pratiques là-dessus, de voir, je ne sais pas, peut-être c'est à côté, c'est d'écouter. En fait, on a besoin d'écoute et il n'y a pas les moyens en face. Bien, restez avec nous. Dans quelques instants, la suite de LCI Tout Info avec Magali Lunel et vous parlerez de laïcité et puis de Carrefour. Le gouvernement, on l'a compris, s'oppose à sa reprise par nos amis canadiens de couche-tard. Nous, c'est le couvre-feu à 18h. Là-bas, c'est couche-tard. Bon, voilà. Allez, restez avec nous. Couche-tard parce que manger. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur ? meilleurtaux.com. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Laurent Dumas, président de la Fondation Émerige. Il nous reçoit dans ses bureaux du Marais. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent Dumas, pourquoi cette œuvre d'Edgar Sarin devant nous aujourd'hui, chez vous ? Parce que c'est un jeune artiste français qui a été lauréat il y a 1 an et demi maintenant de la Bourse Révélation Émerige. Et en l'occurrence, c'est une œuvre qui travaille sur l'équilibre des formes
l'équilibre de l'existence. Est-ce que ça ne vous rappelle pas, en fait, votre parcours à vous d'homme de la pierre? Peut-être, par analogie, on peut dire que cette œuvre m'a plu, sans doute parce qu'elle rappelle des matériaux de construction, mais en l'occurrence, son travail est fait beaucoup de matériaux de récupération, et donc j'y ai vu la force de l'œuvre dans sa capacité à montrer autre chose de ce que l'on peut voir aujourd'hui chez les artistes français. Et si elle n'était pas devant nous aujourd'hui, que serait votre collection sans elle? Ma collection serait terriblement appauvrie du manque de la rencontre avec cet artiste qui est une personnalité absolument hors du commun et qui dépasse les frontières de l'imaginaire. Merci Laurent Dumas. Merci à vous. Beaucoup. Vivez la grande aventure du Vendée Globe avec le département de la Vendée. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble un grain d'Alizé de l'Atlantique Sud en fin de journée. C'est un amas de nuages, on dirait la barbe du Père Noël un peu. Et puis en quelques minutes ça se gonfle. Et une fois que c'est chargé, bah, ça part. Slalomant entre les grains, Louis Burton est revenu en seconde position. L'outsider ne lâche rien et compte bien remonter le chenal des Sables d'Olonne, le premier d'ici une douzaine de jours. Plus au sud, Armel Tripon savoure le bonheur d'être sur l'eau. Bon voilà, c'est un moment assez rare finalement sur cette course où on peut être sur le pont et voilà, profiter d'un spectacle grandiose, un plan d'eau presque plat, quasiment plat, voilà, un coucher de soleil exceptionnel et un bateau qui navigue, qui file sur l'eau tout doucement, essaye de se frayer son chemin à travers les nuages. Nous avons partagé les émotions du Vendée Globe avec Sodebo. Sodebo, partenaire majeur de la course. On peut gagner dans les arrêts, dans les derniers mètres, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner d'une main, gagner chauvin, gagner en équipe, gagner en slip. Marie, infirmière, ne peut pas se permettre d'être en panne. C'est pourquoi GMF dépanne votre voiture 24 heures sur 24, même en bas de chez vous. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous ? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique, à partir de 129 € par mois. Réservez votre essai sur fiat.fr. Pour Daniel, le confort est essentiel. Alors pour sa prothèse dentaire, seul le nouveau Polydent Amorti et Confort lui convient. Nouveau Polydent Amorti et Confort. Dispositif médical. Qu'est-ce que tu fous, lutin 44? Tu joues avec des moufs ou quoi? J'arrive. Ils vont manger leur short, gros soutien. Ouais, je suis juste là. On va à gauche, on va à gauche. Vas-y, tique-le. Bon, les nous, faut que je vous laisse, hein. Hello. Bah, bienvenue. J'ai des connexions totales ici. Vous imaginez même pas. Si notre réseau mobile est numéro 1 depuis une décennie, c'est pour n'oublier personne. Orange. En route pour la 5G. Vous êtes dirigeant non salarié dans le commerce, l'industrie ou les services. Depuis plus de 25 ans, l'AGFIS accompagne votre liberté d'entreprendre et finance vos projets de formation. Nous sommes à votre image, impliqués et solidaires. Vous souhaitez développer vos talents de chef d'entreprise? Rendez-vous sur agfis.fr. Se former aujourd'hui, c'est réussir demain. Vendezvotrevoiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr.
Traumatisme bénin, entorse, contusion. Après des années de recherche en laboratoire, nos scientifiques ont développé Voltaren Actigo 2% intense. Grâce à son principe actif anti-inflammatoire non stéroïdien, il soulage la douleur avec une application toutes les 12 heures. Efficacité cliniquement prouvée. Médicament indiqué en cas d'entorse légère ou contusion. Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. La météo, avec Priorité Relations CIC. Chaque client mérite d'être accompagné par un conseiller dédié. Une perturbation arrivant par le nord-ouest accompagnée d'un air plus doux, donc de la pluie, se confronte à des températures négatives de la Belgique au centre, donnant de la neige. Prudence sur les départements en vigilance orange. Les quantités attendues, entre 1 et 5 cm jusqu'à 10 vers le nord-est, n'ont rien d'exceptionnel, mais les sols sont froids. Et lorsque la pluie prendra le relais, elle verglacera au contact du sol, conditions de circulation difficiles. Cette perturbation est accompagnée d'un vent sensible. Et sur les régions de l'est et du sud, c'est plus calme, pas de précipitations. Un ciel qui se voile quand même au fil des heures. Seules les Alpes et la Corse gardent de belles éclaircies. Puis attention au risque d'avalanche fort de 4 sur 5 sur les Alpes du Nord. Les températures, pas de dégel sur le nord-est cet après-midi. Et sur les 3/4 des régions, on dépasse pas les 3 degrés. Seulement 0 à Lille et 1 à Paris. Et pour avoir 10-13 degrés, direction les côtes atlantiques et méditerranéennes. Demain, on retrouvera le temps perturbé du sud-ouest au nord-est. Mais la perturbation va perdre de son activité. Moins de précipitations, donc moins d'averses. Sur le nord-est, attendez-vous quand même à des averses de neige. Mais la limite neige va remonter car le redoux va se faire ressentir. Sur le quart nord-ouest, retour d'un temps sec et ensoleillé. Soleil aussi en Méditerranée, mais avec du vent. Avec Priorité Relations CIC. Reconstruisons dans un monde qui bouge. LCI Tout Info, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dans un instant, on retrouve nos invités pour analyser l'actualité du jour, mais d'abord, le journal. Et à la une nouvelle journée de manifestation contre le projet de loi sécurité globale. Dans plusieurs villes de province et à Paris, 80 rassemblements en tout sont organisés. Les opposants au projet sont mobilisés depuis le mois de novembre. On le rappelle, le texte doit être examiné au Sénat au mois de mars. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a déclenché une opération de dépistage de grande ampleur qui concerne notamment depuis hier 5 établissements scolaires. Cible de ces dépistages, la variante sud-africaine du virus qui aurait pu être propagée par une personne revenant du Mozambique. Et en ce qui concerne la vaccination, les retards du vaccin Pfizer seront plus courts qu'annoncé. Le groupe américain annonce un plan pour limiter les délais. Le retard donc devrait être désormais d'1 semaine et non plus 3. On le rappelle, ces retards s'expliqueraient par des travaux en cours dans l'usine belge qui fabrique les doses. Du changement ce soir partout en France, le couvre-feu entre en vigueur à 18h et non plus 20h. Vous devrez donc être chez vous. Les commerces s'organisent, on l'a vu, les écoles aussi. Une mesure pas toujours très bien acceptée. Certains maires, par exemple, annoncent d'ores et déjà des assouplissements. C'est pas qu'on interdise d'aller à la plage en sortant du travail le soir qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on puisse mieux séparer dans la restauration les enfants entre les tables, qu'on ait plus de personnel dans les lieux de restauration. En fait, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais pas mettre de confinement à 18h. Voilà. Puisqu'on peut le faire, on va le faire à Saint-Brieuc. On permettra aux gens de venir après 18h chercher dans les garderies, les crèches et tous les périscolaires et le scolaire. On n'a pas d'autre solution. Un proche d'Angela Merkel pour lui succéder, Armin Laschet a été élu ce matin président du parti conservateur CDU. Il a aussitôt déclaré être favorable à la continuité avec Angela Merkel. Il devrait être, en toute logique, être candidat à la chancellerie. Et partons maintenant aux États-Unis, jour J, -4 avant l'investiture de Joe Biden. Et la Maison-Blanche se vide à grande vitesse. Elle a été complètement désertée. Les cartons d'emménagement, on vous les a montrés depuis ce matin. Le personnel déménage, ambiance même détendue. On le voit ici avec des proches de Donald Trump, sa porte-parole, ici en famille. Et d'ailleurs, à cette occasion, on vous propose un documentaire ce soir sur LCI. Donald Trump, Mister Présidente. C'est à suivre à partir de 20h45.
Une partie de la France toute blanche, la neige recouvre depuis ce matin une grande partie nord du pays jusqu'à la région lyonnaise. Attention, vigilance orange en cours sur 32 départements. On redoute la neige mais aussi le verglas. Soyez évidemment prudents si vous prenez la route. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur? Meilleurtaux.com. LCI Tout Info, l'analyse de l'actualité avec aujourd'hui Marion Pariset, bonjour, secrétaire général du think tank Le Millénaire, Michel Rumi, bonjour, économiste et professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Jean-Claude Nailly est également avec nous, bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général de Force Ouvrière et Patrick Martin-Genier, bonjour, politologue, enseignant à Sciences Po et à l'INALCO. Et puis votre dernier ouvrage, on le signale, Vers une 6e République ou comment refonder la démocratie française chez Studirama. On va parler de ce projet de loi sur le séparatisme parce qu'il est examiné à partir de lundi en commission donc à l'Assemblée nationale. C'est à la une de LCI Tout Info, mais d'abord l'actualité du jour. Vous l'avez vu dans le journal, ce sont ces manifs donc contre le projet de sécurité de loi globale. Rassemblement en France, 80 en tout, dont à Paris, on le voit ici. Et on rejoint Fanny Veil, l'une de nos équipes donc, sur place, pour suivre cette manifestation. Comment se passe-t-elle ? Eh bien, la situation est plutôt calme hein. Depuis le début, depuis notre départ du 12e arrondissement, elle est assez détendue. Le froid, la neige et maintenant la pluie n'ont pas découragé les manifestants. Alors ces manifestants, ce sont des opposants à la loi sécurité globale, quelques gilets jaunes aussi, d'autres manifestants qui revendiquent un droit à la culture. Au total, c'est plutôt difficile d'estimer précisément leur nombre, mais on peut clairement dire qu'ils sont plusieurs milliers. Nous avons remonté toute l'avenue Daumesnil et vous le voyez sur les images de Marion Laradais, nous sommes bientôt place de la Bastille. Le défilé s'est bien passé en musique, avec de la bonne humeur, malgré quelques slogans hostiles à la police en fin de cortège. Police qui est nombreuse, 2700 policiers et gendarmes encadrent ce cortège et prennent soin de le faire avancer dans le calme, même s'ils attendent la présence d'éléments perturbateurs. Merci beaucoup Fanny, avec ces images de Marion Laradais donc pour ce défilé parisien. Nous y reviendrons un peu plus tard sur LCI, donc cette manifestation et ses opposants toujours mobilisés. On parle d'un autre projet de loi. C'est à la une de l'actualité parce qu'il arrive donc en commission lundi. Il devrait donc passer dans l'hémicycle le 1er février. Il s'agit de ce projet de loi sur le séparatisme. Et déjà, les tensions commencent. 1600 amendements ont été déposés. De nombreux viennent de la majorité. Le plus spectaculaire, c'est celui d'Aurore Berger, qui est députée La République En Marche, qui propose d'interdire tous les signes religieux ostentatoires pour les mineurs. Moi, j'ai aucun bras de fer, j'ai juste la volonté que ce texte soit le plus complet possible. C'est uniquement ça qui nous anime. C'est un texte qui est important, encore une fois, pour réaffirmer ce que doit être la République et ce qu'elle doit être pour tous. On considère qu'en République, des enfants de 5 ans ou de 6 ans n'ont pas forcément leur libre arbitre, ne sont pas éclairés en termes de consentement pour dire si oui ou non ils veulent porter des signes religieux ostensibles. C'est uniquement cette question-là qui est posée. Est-ce que là, Aurore Berger défie l'autorité d'Emmanuel Macron parce qu'on sait très bien que le parti présidentiel ne veut pas aller dans cette voie-là? Oui, on a tout à fait une distinction qui se fait aujourd'hui et c'est assez intéressant de voir justement aussi la réaction de La République En Marche qui est finalement un peu dépourvue face à cette députée qui prend un peu les devants. Ça montre aussi derrière toute l'hétérogénéité qu'on peut trouver dans l'équipe d'Emmanuel Macron, ce qui est d'autant plus inquiétant pour lui, alors que les présidentielles vont bientôt montrer le bout de leur nez et qu'à cette époque-là, il aura d'autant plus besoin d'avoir son équipe soudée derrière lui s'il veut espérer pouvoir passer au second tour. Oui, on voit effectivement que l'équipe n'est pas forcément soudée sur des projets extrêmement délicats. On le sait très bien que la laïcité en est un. Qu'est-ce qu'elle cherche là pour vous, Aurore Berger? Qu'est-ce que vous voyez entre les lignes? Peut-être Jean-Claude Mailly, parce elle ne veut pas parler du voile, elle ne veut pas stigmatiser visiblement une religion. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce sont tous les enfants dans tout l'espace public, on peut penser aussi à la kippa. Les petits garçons ne peuvent plus porter la kippa dans la rue.
Oui, non, je crois qu'il y a deux choses dans ce qu'elle dit. Hein. C'est vrai qu'un enfant de 5 ans, c'est pas lui qui demande, bien sûr, mais c'est pareil pour le baptême, c'est pareil pour un garçon pour la circoncision, etc. Donc, on voit pas très bien. Mais je voudrais surtout dire à Aurore Berger qu'elle oublie une chose. Quand on a eu des responsabilités de mandat, que ce soit des mandats politiques ou des mandats syndicaux, on ne cherche jamais à modifier un texte pour régler des problèmes personnels. Et là, c'est ce ça ne marche jamais. C'est ce qui se passe pour vous. Attendez, elle a quand même pas eu la présidence de la commission. Elle pensait être ministre, elle l'a pas eu. C'est son problème. Bon, je pense qu'il y a de ça. Moi, je suis pas dans le secret de sa tête, mais je pense qu'il y a de ça. Donc, mais ça, c'est une règle. En général, ça se passe mal quand on fait ce genre de choses. On peut modifier un texte, mais pas pour régler des problèmes perso. Alors, je pense qu'il y a de ça derrière. Réaction peut-être sur notre antenne de La République En Marche. C'était ce midi. Prisca Thévenot, écoutez. Ce qui me fait peur, c'est qu'il ne faut pas voir ce texte comme une volonté de stigmatiser l'islam. Et attention, parce qu'en prenant cet angle de vue, on peut très vite arriver sur ces sujets-là, et ce n'est pas du tout l'objet. Ce n'est pas du tout l'objet, elle le rappelait, c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer. Oui, moi je pense que ce projet de loi, ce n'est pas le bon véhicule législatif pour porter cet amendement. Première des choses, on risque de faire une grande attention médiatique sur cet aspect-là et de passer à côté de choses plus importantes. Et c'est ce qui me gêne quelque part. Et à côté de ça, c'est qu'il faut bien voir aussi que la Constitution ne doit pas viser une religion en particulier, ni un genre. Donc c'est là aussi ce qui pose ce type de problème sur le fond. Donc je pense que on va dire qu'il y a d'autres règlements de compte autres de toute nature qui fait qu'on va... Et je ne pense pas que les amis de Mme Berger et de M. Moreau vont supporter. Et cet amendement risque d'être rejeté, tout simplement. Tout simplement. Mais est-ce qu'effectivement, c'est une religion qui est stigmatisée ici ? Écoutez, sans vouloir le dire très clairement, c'est bien l'islam qui est visé. On parle du déséparatisme, mais finalement, on parle du séparatisme musulman. C'est bien, les parlementaires ont le droit d'avoir une réflexion, mais sur l'histoire du voile, je crois que d'abord, on se trompe complètement sur la laïcité. Mais si demain, et vous venez de le dire très justement, dans mon quartier, moi, j'ai plusieurs synagogues. Ça veut dire que demain, les enfants qui portent la kippa, on va leur interdire de porter la kippa lorsqu'ils vont à la synagogue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'une jeune fille porte le voile, alors pas à 3 ans, il ne faut pas exagérer, mais elle le porte à 7 ans, 8 ans, et bien après, effectivement, ce sont des jeunes qui doivent avoir, à partir du moment où on respecte les valeurs de la République, ce n'est pas un problème que quelqu'un puisse porter un signe religieux. Si demain, un chrétien porte une croix pour aller au catéchisme ou ailleurs, également, on va lui faire enlever sa croix. Où on en est aujourd'hui. Donc, il y a un problème de discrimination, effectivement, et je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir une liberté religieuse, mais une éducation religieuse qui, naturellement, dont il faut s'assurer qu'il respecte les valeurs de la République. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais je ne vois pas au nom de quoi on devra interdire le port du voile à une jeune adolescente ou même une enfant de 7-8 ans. Évidemment, il faut qu'à l'âge de sa réflexion, comme on dit, souvent on dit aux alentours de 13-14 ans, les enfants peuvent réfléchir et faire un choix, eh bien ça doit être le cas, mais interdire effectivement tout signe religieux distinctif, en réalité ça vise essentiellement le voile, et donc ça pose un problème non seulement s'agissant de la liberté religieuse, mais également de genre, c'est-à-dire on va interdire ça aux filles, mais qu'est-ce qu'on va interdire aux garçons? On parlait de la kippa, de la croix, mais on peut parler du turban, oui, etc. Il y a d'autres communautés, et donc ça pose effectivement, je crois, un problème constitutionnel. Oui, Marion Parizet. Là où Aurore Berger, je pense, se trompe aussi de combat profondément, c'est que finalement, elle se place dans cette logique qu'ont certains parlementaires de finalement vouloir tout régler avec des lois, même des micro-problèmes, sans forcément s'attaquer au cœur de la difficulté. Et dans le cadre de l'influence et de la gestion finalement de la religion pour les mineurs, on a des enjeux qui sont les associations, qui ont sur lesquels les groupes religieux peuvent avoir des influences plus ou moins néfastes ou plus ou moins positives. Je ne veux pas non plus discriminer totalement. Mais également les écoles hors contrat. On a vu qu'il y avait eu, enfin en tout cas, il y a eu des annonces comme quoi 3 écoles hors contrat avaient été fermées depuis 2018. Quand on regarde dans les faits, les écoles hors contrat ont été fermées, une pour raison financière, une autre n'a finalement pas été fermée. Et la troisième, on est incapable de savoir où est-ce qu'elle se trouve. Donc on a finalement une difficulté de l'État d'être déjà en mesure d'appliquer les règles qui existent à la base. Et ça, finalement, c'est le problème auquel devraient se confronter les députés et sur lequel il y a un travail réel à faire, c'est d'encadrer justement tous ces aspects de la société sur lesquels l'État a le droit d'intervenir, c'est-à-dire il ne s'agit pas de régler le moindre détail de la vie privée, mais ces aspects de la société sur lesquels l'État
a le devoir de préserver les enfants. C'est absent de ce projet de loi ? Ça n'est pas suffisamment développé si on en arrive justement à ce type d'amendement. Ouais. Est-ce qu'elle est mal partie ? Est-ce qu'il est mal parti, ce projet de loi ? Il y avait David Cormand également sur le plateau de LCI. Il va plus loin, lui. Il estime que ce projet de loi menace la loi de 1905. Et donc moi, je serais rassuré si le gouvernement, si la majorité actuelle disait clairement qu'elle ne touchera pas à la loi de 1905. C'est pas ce qu'on entend. C'est pas ce qu'on entend. Il y a une volonté au sein de la majorité, et d'ailleurs, quelque part, l'amendement dont on parle est une forme pour moi de ballon d'essai. C'est un ballon d'essai ? Je suis pas sûr que cet amendement en tant que tel soit un ballon d'essai, mais enfin, moi je suis d'accord avec David Cormand quand il dit qu'il faut que le gouvernement réaffirme qu'il ne touchera pas à la loi de 1905. Voilà. La loi de 1905, je rappelle, c'est deux choses quand même. C'est la liberté de conscience. Voilà, c'est le respect pour chacun de croire ou de ne pas croire. Et c'est aussi la séparation de l'Église et de l'État, quelle que soit l'Église. C'est les deux éléments clés de cette loi. Et ça, on n'a pas intérêt à y toucher. Ça me paraît quelque chose d'important. Après, le projet de loi sur le séparatisme, enfin, c'est clairement visé ceux qui refusent les lois de la République. Bon, et en l'occurrence, plutôt les islamistes radicaux. C'est pas les musulmans, ce sont les islamistes radicaux. Mais bon, donc là, d'amener, quand Aurore Bergé amène son propos d'amendement, elle élargit au-delà. Donc elle peut risquer de stigmatiser. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Je pense que ça ne doit pas arriver dans cette loi-là en tous les cas. Il faut mieux travailler sur les financements, les financements des associations, le financement des mosquées, etc. Ce qui est prévu. Hein, mais surtout, ne pas toucher à la loi de 1905. C'est un des fondements de nos républiques. C'est liberté, égalité, fraternité. Moi, j'ai toujours ajouté la quatrième valeur qui est la laïcité. Il y a peu de pays qui ont une constitution réellement laïque. Je crois, si ma mémoire est bonne, que le deuxième pays en Europe, c'est le Portugal depuis la Révolution des œillets. Voilà. Donc, soyons prudents et ne jouons pas avec la dynamite, quoi. Alors, il y a l'Élysée qui voulait que toutes les instances religieuses s'impliquent dans ce projet de loi, dont le Conseil français du culte musulman. Et là, ça ne se passe pas bien. Il y avait un principe édicté par Emmanuel Macron lors de son discours aux Mureaux. Vous êtes avec la République, soit vous n'êtes pas avec la République. Voilà, ça paraissait assez simple. Et donc, il y a des accrochages. Il y a même le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est le futur président du CFCM, qui a claqué la porte des négociations fin décembre de façon irrévocable, avait-il dit. Alors, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a essayé de ramener un peu de dialogue. Il a reçu les différentes instances la semaine dernière. Et puis, aujourd'hui, il les reçoit toutes en même temps pour essayer peut-être de sauver l'islam de France. Céline Pina est en direct avec nous. Bonjour, vous êtes auteure, fondatrice du mouvement Vivre la République. Vous avez aussi été élue de terrain. L'État espère pouvoir organiser l'islam en France. Est-ce que pour vous, c'est une mission de toute façon vouée à l'échec ? C'est une mission vouée à l'échec, mais avant de répondre là-dessus, je voudrais juste revenir quelques instants sur le voile, parce qu'il y a quelque chose de très important qui n'a pas été dit, c'est que le voile n'est pas un vêtement, c'est un signe sexiste, c'est un signe qui marque le refus d'accorder l'égalité à la femme. Ce faisant, voiler une petite fille pose des problèmes bien plus importants qu'un simple signe n'importe lequel, voire une kippa, parce qu'en fait, là, on est sur un problème de sexisme et de refus d'égalité, et c'est très hypocrite de faire semblant de ne pas le voir. Mais est-ce que ça doit passer par la loi ? C'est-à-dire qu'il faudrait combattre le port du voile par la loi, pour vous ? Alors, après, je pense que malheureusement, on a bien vu que quand il a fallu interdire le port du voile à l'intérieur de l'école, on a dû passer par la loi et on a dû, à l'époque, c'était le voile qui était explicitement visé et on a dû faire une loi un petit peu plus large pour pouvoir protéger l'école. Je pense qu'on est peut-être dans le même type de problème. Après, c'est juste une question de volonté politique et de refus de l'hypocrisie. Enfin, j'allais dire, on est quand même attaqué aujourd'hui par l'islamisme, qui est une dérive de l'islam, mais on a des centaines et des centaines de morts sur notre pays, on a des enfants juifs qui ne peuvent plus être accueillis dans certaines écoles, on a une alia interne, autrement dit des populations juives qui se font chasser de certains territoires par un antisémitisme arabo-musulman qui a été identifié et qui doivent se retrouver ailleurs. Il y a un moment où il faut aussi regarder le réel, regarder qui attaque et pourquoi. Alors, est-ce que le gouvernement, selon vous, pardon de vous couper, regarde le réel, pour reprendre vos mots, et donc s'attaque bien au problème à travers ce projet de loi pour vous ? En tout cas, il essaie.
il essaie. Son seul souci, c'est qu'il poursuit une chimère complètement délirante qui serait qu'un État puisse organiser une religion. Or, l'islam de France ne sera pas organisé par l'État. Le rôle de l'État, c'est de contrôler les mosquées, d'expulser les imams qui tiennent des discours qui ne sont pas compatibles avec ce que l'on fait, de veiller à ce qu'il n'y ait plus de financement public, d'arrêter la pratique des baux amphithéotiques qui sont en fait des subventions déguisées pour la construction de mosquées, que l'État joue son rôle et qu'il soit beaucoup plus dans le contrôle, qu'il soit beaucoup plus dans la sanction, mais qu'il ne se mette pas dans l'idée de créer un islam de France. C'est aujourd'hui impossible. Aujourd'hui, ceux qui détiennent les centres de formation des imams, ceux qui détiennent y compris les centres de formation tels que le lycée Averroès, ceux qui sont les plus puissants dans l'organisation des réseaux de mosquées, tous ces gens-là sont en lien avec les frères musulmans, et les frères musulmans sont une idéologie qui n'a rien à enlever au nazisme, qui refuse l'égalité entre les hommes, qui fait des femmes des êtres inférieurs, qui désigne des populations cibles qu'il faut éradiquer et éliminer. Bref, le discours que tiennent les frères musulmans est très clair. Leurs savants et leurs hommes de référence sont très clairs également dans le discours qu'ils tiennent. Donc il faut arrêter de faire semblant de ne pas voir ce qui est aujourd'hui sur la table. Le rôle de la République n'est pas, j'allais dire, de faire le tri à l'intérieur d'une religion, ça n'est pas non plus de l'organiser, c'est de faire en sorte que cette religion-là, j'allais dire, n'esclavagise pas ses adeptes, ne les empêche pas d'accéder à la liberté de conscience, ne s'attaque pas à ce que nous sommes et ne s'attaque pas à ce que sont les lois de notre pays. Aujourd'hui, je crois que c'est là est l'urgence et pas du tout de créer un islam de France, de mettre en place des taxes halal qui renforceraient encore le séparatisme. Alors, on a juste besoin de vos lumières sur une information qui vient de nous parvenir. On le disait, donc Gérald Darmanin a reçu les 3 responsables du CFCM aujourd'hui parce que ça ne se passait pas bien, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et à l'instant, on apprend que ces dirigeants donc, se sont mis d'accord sur une charte des principes de l'islam de France. Est-ce que c'est une bonne chose ? Écoutez, sincèrement, j'en ai rien à faire de ce que veulent les religieux. La loi, la République a créé des lois, elle a décidé de la séparation de l'Église et de l'État, il y a un ordre dans les valeurs qui nous organisent, elle est là pour les faire respecter, point. La façon dont une religion veut s'organiser par rapport à ses principes la regarde. La seule chose, c'est que la laïcité est un acte de souveraineté, elle s'impose quoi que pense le religieux, quels que soient les dogmes religieux, et on ne peut pas prétendre appartenir à une religion pour s'extraire des principes de la loi, moyennant quoi je n'ai rien à faire de ce que fait le CFCM, ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est que mon pays fasse respecter mes droits, fasse respecter mon égalité et joue son rôle pour respecter la liberté de conscience. Oui. Merci beaucoup Céline Pina d'avoir réagi en direct cet après-midi sur LCI. Peut-être un mot de réaction, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'à un moment donné l'État aurait dû aller plus vite et peut-être s'exonérer de ces consultations ? Non, moi je suis assez d'accord sur le fait que c'est bien, bon, une charte ça n'engage que ceux qui la signent, hein, vous savez, le poids d'une charte juridiquement ça ne vaut pas grand-chose. Hein, donc, et non, moi je pense qu'effectivement l'État doit vérifier, contrôler ça, oui, y compris financement, les sources, etc. Mais ce n'est pas à l'État d'organiser une religion quelle qu'elle soit. Mais les religions et les églises de ces religions doivent respecter les lois de la République. Sinon, on n'est plus dans notre société. Bon, on n'y manquera pas d'y revenir. Le consistoire hébraïque, lorsqu'on a considéré que les Juifs voulaient s'installer en France, on leur a dit de créer le consistoire et donc notamment d'améliorer, on va dire, certaines règles religieuses dans la loi de la République. Bon, on n'y manquera pas d'y revenir puisque ce projet de loi donc arrive en commission, on le rappelait, lundi prochain. Restez avec nous. On fera un petit détour par Nantes dans quelques minutes avec donc cette mobilisation, nouvelle mobilisation contre cette proposition de loi sécurité globale. À tout de suite. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur ?
Régalez-vous autour de délicieuses recettes avec le grill 3 en 1 Silvercrest. Pratique, grâce à ses 3 fonctions, il vous permettra de préparer toutes vos envies. Panini, croque-monsieur, viande, poisson, légumes. Grill 3 en 1 Silvercrest, 39,99 € dès lundi en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. AutoHero, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. AutoHero livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. AutoHero, achetez votre voiture facilement en ligne. Avant Comme J'aime, je pesais 93 kilos avec un IMC de 29,7. À 30, écoutez bien, on est en obésité. Autrement dit, d'un point de vue santé, j'étais à la limite. Et là, ça a été un choc. J'ai halluciné. Depuis, j'ai fait Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'ai pas repris un gramme. Faites comme moi, ça prend 1 minute. Calculez votre IMC et croyez-moi, vous serez certainement surpris du résultat. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, ceux qui veulent dire à bientôt, les au revoir de loin, de près, ceux que l'on veut vite oublier et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a celui qu'on ne dit qu'une fois. Dire au revoir n'est jamais facile. Alors PFG est là pour vous accompagner. PFG, vous accompagner et bien au-delà. Pour vivre toujours à fond, il faut de bonnes articulations. Forteflex Max de Forte Pharma. Un fort dosage en glucosamine et chondroïtine pour des articulations de champion. Et pour décontracter les muscles, découvrez Forteflex Flash. Forte Pharma, fortez-vous mieux. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait. Depuis 130 ans, l'Institut Pasteur se bat avec détermination. Et pourtant, face aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre santé et sur celle des générations futures, maladies infectieuses, épidémies de Covid-19, de Zika, d'Ebola, résistance aux antibiotiques, mais aussi cancer, Alzheimer, Parkinson, nos chercheurs ont besoin de plus de moyens. Si vous voulez soutenir nos combats, vous pouvez nous léguer tout ou une partie de vos biens, quel qu'en soit le montant, sans droit de succession. Défendons la recherche. Demandez la brochure Leg en appelant gratuitement le 0805 215 216 ou sur leg.pasteur.fr ou en écrivant à l'Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, 75 015 Paris. Demain sera créatif, engagé, technologique, international, connecté, étonnant. Demain sera vous. Demain sera nous. Ionis Education Group. 26 écoles pour former les nouvelles intelligences de demain. Chaque jour, 30 000 étudiants le prouvent. Toute l'équipe Comme J'aime vous souhaite une très belle année 2021. Prenez soin de vous et surtout de votre santé. Prendre soin de sa santé, c'est évidemment surveiller son poids. Et pour surveiller son poids, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur commej'aime.fr pour calculer gratuitement son IMC. Au-delà de 25, vous êtes en surpoids et au-delà de 30, vous êtes en obésité. Grâce à Comme J'aime, en 6 mois, je suis passé d'une situation de surpoids à un IMC normal. Alors vous aussi, prenez soin de vous. Ça commence en 2 clics pour connaître votre IMC. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Choisir une nouvelle voiture, c'est amusant. Il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais quand il s'agit de choisir la bonne assurance auto, on se retrouve souvent tout seul. Tout va bien. Avec les Furets, on vous accompagne pour trouver l'offre qui vous convient. On peut toujours compter sur lesfurets.com. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Pour voyager en toute sérénité, partez en camping-car. Partez et découvrez une nouvelle liberté.
Allez où vous voulez, avec tout le confort à bord, en famille, entre vous, en préservant votre sécurité sanitaire. Voyager en camping-car, en van ou en fourgon aménagé, c'est profiter à fond de vos loisirs, en étant chez vous, partout. Oui, le camping-car, c'est la meilleure idée pour une vraie liberté. Mes enfants, ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, c'est soit voler très haut dans le ciel, soit être capable de se téléporter. Moi, mon truc, ça serait plutôt de savoir combien vont me coûter mes consommations de gaz le mois prochain. C'est selon votre conso. Mais avec l'offre gaz énergie garantie 2 ans d'Engie, on vous garantit un prix fixe du kilowattheure de gaz naturel pendant 2 ans. J'agis avec Engie. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. Ceci est un message du gouvernement. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur? meilleurtaux.com. La suite de LCI Tout Info. Dans un instant, on parlera de l'actualité aux États-Unis avec Donald Trump qui est en train de préparer ses bagages. Mais l'actualité aujourd'hui, vous le voyez ici, c'est cette nouvelle mobilisation contre la proposition de loi sécurité globale. Manifestation à Paris, mais pas seulement, dans pas mal de villes en France. 80 rassemblements sont organisés aujourd'hui partout sur le territoire, dont ici à Nantes, où on rejoint notre équipe, Camille Baron, accompagnée de Solène Boissaille pour ces images que l'on voit ici. Camille, une manifestation nantaise dans le calme, à part quelques petites tensions devant la préfecture. Oui, la manifestation, elle est partie vers 15h ici à Nantes pour faire un petit trajet dans la ville. Alors, dans l'ensemble, il y avait plusieurs milliers de personnes, ou au moins plusieurs centaines de personnes. Ça s'est déroulé plutôt dans le calme. C'était à l'appel des syndicats, à l'appel d'associations. Il y avait également des collectifs de teufeurs, comme ils s'appellent, pour protester contre la répression de la rave party en Bretagne le jour du Nouvel An. Donc, dans le calme, jusqu'à il y a quelques minutes, à la fin de cette manifestation, où il y a eu quelques affrontements entre les forces de l'ordre et des éléments perturbateurs. Juste avant la manifestation, ces forces de l'ordre, elles nous disaient en attendre 100 à 150 ici. Ils sont bien venus. Alors il y a eu des lancers de projectiles de la part des manifestants, les policiers qui ont répliqué avec des grenades de désencerclement et des bombes lacrymogènes. Voilà, donc quelques tensions ici qui se sont pour le moment calmées, mais tout le monde n'est pas encore arrivé. On peut voir ici sur les images de Solène Boissé au fond de l'allée, eh bien le reste des manifestants qui continuent encore d'arriver pour une manifestation qui donc touche à sa fin avec quelques tensions en fin de cortège. Tu es partie d'une usine de Nantes. Merci beaucoup Camille. Donc Camille Baron et Solène Boissaille en direct de cette manifestation à Nantes. On y reviendra évidemment un peu plus tard dans nos journaux sur LCI. Mais d'abord, donc l'actualité aux États-Unis. Je vous le disais tout à l'heure, Donald Trump est en train de préparer ses bagages. La Maison-Blanche se vide peu à peu. On est à 4 jours maintenant de l'investiture de Joe Biden, donc le président élu des États-Unis. Laurence Haïm, vous êtes notre correspondante, donc toujours à Washington pour nous faire vivre ces instants avec nous donc en direct sur LCI. Laurence, la Maison-Blanche, on le disait, donc est en train de se vider. D'un autre côté, on ne voit pas beaucoup Donald Trump. Est-ce que vous savez quel est son programme d'ici à mercredi ou pas ? Alors la Maison-Blanche ne cesse de dire, et encore ce matin, que Donald Trump passe de nombreuses heures au téléphone et a des rendez-vous, mais c'est absolument impossible d'avoir la moindre précision pour savoir qui Donald Trump voit. La dernière personne que Donald Trump a vue hier à la Maison-Blanche, eh bien c'est le PDG d'une entreprise d'oreillers qui s'appelle MyPillow. Et donc il y a eu beaucoup de blagues dans une ambiance, comme vous l'imaginez, un peu tendue à Washington, de la part des journalistes qui ont observé l'arrivée de celui qu'on surnomme Monsieur Oreiller dans le bureau ovale. C'est assez, effectivement, le clin d'œil est assez savoureux. L'ambiance donc dans la Maison-Blanche, l'ambiance aussi à Washington, vous avez parlé d'une capitale un peu tendue. On va écouter quelques habitants et vous nous direz, vous, quel est votre sentiment. On les écoute. On n'a pas vu la ville comme ça depuis le 11 septembre 2001. Je travaille dans cet immeuble plus bas et les autorités nous ont déjà prévenus qu'il pourrait y avoir des violences. Ça fait un peu peur, surtout qu'en tant qu'Afro-américaine, je crains d'être une cible. Voilà, Laurence, on l'a entendu, ça fait un peu peur, je n'ai jamais vu ça. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez au sein de Washington depuis quelques jours ?
Écoutez, c'est une ville forteresse et ce que je dis, c'est à moins qu'il y ait une opération militaire de la part de l'extrême droite et des groupes extrémistes extrêmement préparés, je ne vois pas comment quelque chose en ce moment, en tout cas le jour de l'investiture, peut arriver, à moins évidemment, comme le dit le FBI, que ce soit quelque chose de dramatique. Mais vous êtes dans une ville totalement encerclée qui ne ressemble pas aux situations qu'on a vues en France au moment des manifestations des Gilets jaunes. Là, c'est une ville qui s'est totalement militarisée avec plus de 20 000 soldats déployés, des soldats qui sont armés non pas avec des balles en plastique mais des balles réelles, des mesures de sécurité, des murs pour empêcher le moindre manifestant d'accéder à la Maison-Blanche ou d'accéder au lieu de l'investiture ou d'accéder au Capitole. Au-dessus de ces murs, il y a des fils barbelés qui ont été mis. On est dans une ville qui est complètement emmurée. On a appris aussi que les ponts qui mènent en Virginie et dans le Maryland vont bientôt être coupés. On a également appris que Joe Biden, qui devait venir en train de là où il habite pour arriver le 19 ici à Washington, eh bien, le FBI et les Secret Service interdisent au nouveau président de venir en train parce que la gare aussi va être sécurisée. Washington est une ville en ce moment forteresse. Forteresse. Vous restez avec nous, Laurence, on a toujours besoin de vos lumières. Un mot d'abord sur le plateau, sur cette ville complètement militarisée, nous disait Laurence Hayms. Comment est-ce que vous pourriez qualifier les derniers jours de règne, si on peut parler comme ça, de Donald Trump ? Eh bien, on peut dire que c'est une descente aux enfers, car effectivement, depuis ces émeutes de la semaine dernière sur le Capitole, qui ont véritablement traumatisé les États-Unis, certains, même si ce n'est pas vu de notre côté, parlent de coup d'État, de putsch, effectivement, cela a complètement traumatisé les États-Unis, car c'était le symbole même de la démocratie qui a été attaqué. Depuis, il s'est passé des choses fondamentales, c'est que Donald Trump a été empêché par la Chambre des représentants. Son procès devant le Sénat devrait intervenir après la prestation de serment de Joe Biden. Mais effectivement, plus personne ne veut parler au président. Ce dont il s'occupe aujourd'hui, je pense, c'est surtout appeler ses avocats, ses conseillers, parce que finalement, aujourd'hui, tous les gens qui ont travaillé avec Donald Trump, eh bien, ne sont plus en odeur de sainteté, et donc ce sont des gens qui vont avoir du mal à se recaser. Donald Trump lui-même, on dit que sa situation financière est catastrophique, et nous avons appris la semaine dernière que son avocat, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, lui avait envoyé la facture, et qui était assez salé, et que le président des États-Unis refusait de payer. Donc aujourd'hui, sa seule préoccupation, ça va être de payer ses avocats, et il a organisé son départ de la Maison-Blanche. Il partira le matin même, oui, quelques heures avant. Il s'est organisé ses propres honneurs militaires pour partir dignement, et il partira une dernière fois à bord de l'Air Force One, l'avion américain présidentiel, pour se rendre dans son golfe en Floride. Et ça aussi, Laurence Hayms, c'est du jamais vu, c'est-à-dire qu'un président en exercice qui ne va pas faire la passation de pouvoir, en tout cas ça fait plus d'un siècle qu'on ne l'a pas vu, et qui n'a toujours pas félicité son adversaire. Oui, c'est du jamais vu. Et ce qui est du jamais vu aussi, et votre invité l'a très bien dit, c'est les informations qu'on commence à avoir sur le départ de Donald Trump. Alors la Maison-Blanche se veut extrêmement discrète lorsqu'on leur pose des questions, mais il paraît que Donald Trump veut absolument une cérémonie militaire sur la base Andrews. En gros, mercredi matin, le président, on le verra décoller de la Maison-Blanche vraisemblablement tôt le matin pour se diriger à 20 minutes de là sur la base Andrews, où l'attend pour la dernière fois l'avion présidentiel, le fameux Air Force One. Et Donald Trump a demandé à ses conseillers de lui organiser une cérémonie militaire en public où normalement Donald Trump voudrait parler. Personne ne sait si ça se passera. Mais en tout cas, Donald Trump est très attaché à avoir, paraît-il, un tapis rouge et aussi l'orchestre militaire. Il veut vraiment une cérémonie militaire avant de prendre avec sa toute petite équipe de conseillers de la Maison-Blanche pour la dernière fois Air Force One, qui l'emmènera à 3 heures de là, à Palm Beach, où Donald Trump séjournera en attendant de gérer la suite. Et là aussi, votre invité a tout à fait raison, il y aura des suites judiciaires et personne ne sait comment le procès au Sénat démarrera, dans quelles conditions, si Donald Trump sera convoqué, et surtout Donald Trump est effectivement à la recherche de nouveaux avocats pour le défendre. Ouais, c'est digne d'un scénario d'Hollywood. Comment est-ce que Mario Pariset, vous pourriez qualifier ça aussi d'une descente aux enfers ? Non, je ne qualifierais pas ça d'une descente aux enfers, en tout cas pas pour Donald Trump, parce que contrairement à ce qu'on peut penser ou analyser de notre côté de l'Atlantique, au final, les derniers jours ont renforcé la base électorale de Donald Trump.
Trump. L'acharnement qui a eu lieu contre lui, avec la censure des réseaux sociaux, des GAFA qui a eu lieu contre lui, avec cette procédure d'impeachment à quelques jours de la fin, a finalement conforté la base électorale de Trump dans sa position, dans son sentiment finalement d'être la victime d'un système, du système américain démocrate. C'est un acharnement pour vous. Et en tout cas, c'est de cette manière-là qu'il est perçu. Parce que justement, il arrive à la toute fin. De toute façon, la question de la censure par les GAFA est vraiment en soi problématique parce qu'on a tout d'un coup une structure privée, du secteur privé qui prend des droits qui relèvent finalement de choisir qui a le droit de s'exprimer sur la place publique. En soi, ça serait discutable, quelle que soit la personne qui est ciblée, sachant qu'il ne s'agit pas simplement d'une censure d'un tweet, mais de la suppression totale d'un compte. On n'est pas sur le même niveau de censure. Et la procédure d'impeachment, venant comme ça à quelques jours de la fin du mandat, est vraiment vécue comme finalement donnant raison aux critiques qui sont faites pour Biden, contre Trump. Et d'autant plus par rapport à Biden, que Biden avait, lui, fait la promesse de réconcilier l'Amérique. Réconcilier l'Amérique en lançant cette procédure à quelques jours de la fin. Joe Biden n'y était pas favorable. Attention, il n'est pas encore au pouvoir. Oui, il n'y était pas favorable, Joe Biden. Mais derrière, ça risque d'être sa politique qui va être mise en cause. Michel Rumi. Non, ce que je voudrais dire, c'est, j'irai dans le prolongement de Marion, c'est-à-dire que moi, ce qui me pose problème, c'est pas, je pense que l'investiture va bien se passer, c'est après. Parce que la grande difficulté, c'est qu'on a quand même une Amérique divisée. Il faut rappeler que M. Trump a eu plus de votants en sa faveur après son élection. Et c'est ce qui, moi, me pose problème, c'est après comment retisser un lien pour arriver à, on va dire, faire fonctionner tout l'appareillage. Et c'est ça qui, moi, me gêne quelque part, parce que ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Et peut-être ici ou là, on verra que M. Trump rattrapera au détour je dirais, de certains éléments M. Biden sur certains aspects. Parce qu'il ne faut pas oublier que le prolongement de la politique, par exemple, économique initiée par M. Trump sera continué. Donc là aussi, il ne faut pas non plus tout jeter. Bien sûr. Jean-Claude Mailly. Oui, l'image de la démocratie américaine, on a pris un coup quand même. Et c'est vexant pour les Américains, les démocrates, etc., y compris les Chinois qui se moquent d'eux, enfin tous les pays qui ne sont pas le même fonctionnement démocratique ont rigolé de ce qui se passait aux États-Unis. Mais c'est quand même un affront pour la démocratie américaine. Hein, ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Effectivement, ça a dû conforter ce qui s'est passé, je dirais pas l'électorat de Trump, la base la plus dure, quoi. Ce qu'on appelle l'extrême droite, etc. Oui, peut-être. Alors, on peut comprendre à partir de là, alors même si c'est beaucoup, que Washington, l'armée soit à Washington. Enfin, vous imaginez que l'investiture de Joe Biden se passe mal, c'est pas envisageable, y compris pour la démocratie américaine. Alors, si on sort de tout ça, moi, la fin de Trump, c'est une pantalonnade. Franchement, c'est une pantalonnade, quoi. Alors, ça ne veut pas dire, et je suis d'accord, qu'ensuite, ça va pas être facile pour l'administration de réconcilier, de réunifier le peuple américain. Les tensions sont fortes. Hein. Il a quand même fait un beau score à l'élection présidentielle, même s'il a été, battu. Un candidat républicain. Oui, mais ça veut dire aussi, enfin, ça c'est mon point de vue, que les démocrates soient effectivement des démocrates. Ça veut dire qu'ils mènent une politique qui est attendue par une grande partie du peuple, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, de mon point de vue, si l'administration Obama avait pu faire autre chose, parce qu'il n'y avait pas la majorité non plus au Congrès, etc., on n'aurait peut-être pas eu Trump. Pas Donald Trump. Quel est l'état du pays, justement, Laurent Saïm? Comment vous sentez-vous les choses qui sont sur place? Par exemple, cette deuxième procédure d'impeachment, de destitution, comment elle a été acceptée, comment elle a été vécue par les Américains? Mais c'est ça qui est très intéressant, et moi j'ai envie de réagir aussi à ce qui se dit sur votre plateau. Quand on parle de pantalonnade de Donald Trump, je ne suis pas forcément d'accord, parce que il y a quand même eu 5 morts lors des émeutes du 6 janvier. Immédiatement, on pensait tous que Donald Trump allait devoir démissionner, ou qu'il allait être destitué par le vice-président avec le 25e amendement de la Constitution. Et en fait, Donald Trump se maintient au pouvoir jusqu'au bout, comme il le souhaitait, c'est-à-dire jusqu'au 20 janvier. Et c'est très important pour son électorat. La majorité des électeurs de Donald Trump pensent qu'il y a eu fraude, que Donald Trump a eu raison en disant que Joe Biden n'est pas un président légitime. C'est toujours dans la tête des gens. Et ce qui est très inquiétant ici, c'est de voir par exemple le sondage ce matin qui a été fait par nos confrères du Washington Post et de la chaîne ABC News. 56% des Américains considèrent qu'il doit y avoir un procès, mais 42%, et c'est quand même un chiffre énorme, 42% d'Américains disent qu'il ne faut pas de procès de Donald Trump. Et en fait, à mon sens, Donald Trump va se battre très
très vite dans les prochains jours sur 3 choses. Premièrement, les affaires judiciaires, trouver des avocats par rapport à tous les procès qui l'attendent. Il y en a beaucoup, mais ça, il a l'habitude, toute sa vie, il a eu des avocats pour le défendre. Et deuxièmement, préserver son nom, préserver l'avenir de ses enfants, faire en sorte que ses enfants aient de l'argent et éventuellement un avenir politique. Et puis troisièmement, préserver aussi l'Amérique Trump, c'est ce qu'on voit se dessiner. Et quand on parle avec eux hier à la Maison-Blanche, etc., je peux vous dire qu'on est un peu sidéré de voir les sourires, ils sont calmes, c'est un départ, et on est très très loin de ce qui se passe dans l'autre moitié américaine. La dernière chose, très rapidement, que je voudrais vous dire, c'est cette Amérique radicalisée qui s'observe. Dans les avions, maintenant, les gens se disputent, se lèvent en s'insultant. Et lorsque les gens commencent à se mettre debout, l'avion ne peut pas décoller. Il y a des compagnies aériennes depuis 72 heures qui maintenant imposent des pénalités s'il y a une discussion politique animée dans les avions, ce qui montre à quel point ce pays est divisé. Oui, c'est ça. Non, mais on voit effectivement, vous parlez tous de la fracture et du travail colossal qui attend l'administration Biden. Quand on entend ça, on se dit que l'état du pays est catastrophique. Il est catastrophique sur le plan psychologique. Oui, on a effectivement une société complètement fracturée. Madame Haïm vient de le dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Madame Kamala Harris, la vice-présidente élue, commence à botter en touche en disant, attention, notre programme prioritaire, ce sera l'économie. Il vient d'annoncer un plan de 1 900 milliards de dollars de relance. Et ce sera la lutte contre la Covid avec des millions de vaccins dans les 100 premiers jours. Et en fin de compte, la vice-présidente a dit l'histoire de l'impeachment, le procès devant le Sénat, ça reste que l'affaire du Parlement. Et même Joe Biden a botté en touche en disant ça, c'est pas notre affaire, nous avons d'autres priorités. Donc je pense éventuellement, je ne sais pas si M. Biden accordera son pardon à Donald Trump, mais en tout cas, la priorité, ce ne sera pas le procès, ce sera l'économie, l'environnement et puis la lutte contre la Covid aux États-Unis. C'est ça. Joe Biden commence à donc dire quelles sont ses priorités. Concrètement, ça se passe comment dans le calendrier? Mercredi, il est investi et il se met au travail dès jeudi. On va voir les premiers effets, notamment peut-être sur la vaccination. Allô? Oui, Laurence, est-ce que vous nous entendez? On parlait justement de Joe Biden qui investit dès mercredi. C'est ça qu'on allait entendre, oui, pardon. En fait, Joe Biden va commencer dès qu'il arrive à la Maison-Blanche. Et il y a déjà un signe, c'est que la Maison-Blanche est gérée par l'administration Trump jusqu'à mercredi 18h heure française, 12h. À 18h01 heure française, c'est l'administration Biden qui prend le contrôle et déjà, on sait que pour rentrer à l'intérieur du périmètre de la Maison-Blanche, il faudra présenter un test négatif. Sinon, vous ne serez pas autorisé à l'intérieur de la Maison-Blanche, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, très très vite, il va y avoir de la part de Joe Biden et de ses conseillers des mesures symboliques. Les 3 choses qu'on sait, c'est qu'ils vont annoncer très vite le port du masque obligatoire pendant 100 jours. Il l'a déjà annoncé, il veut 100 millions de vaccins pour la fin de ces 100 jours, 100 millions d'Américains vaccinés. Il va certainement revenir dans les accords de Paris et il va également faire en sorte que l'Amérique revienne dans les institutions internationales que Donald Trump avait quittées. Donc il va y avoir très très vite une série de mesures avec toujours la pandémie parce que je vous rappelle qu'ici c'est absolument dramatique. Il n'y a plus maintenant de 4000 morts par jour. Il y a des États entiers comme la Californie où les hôpitaux ne parviennent plus à accepter les gens et c'est ça aussi la priorité absolue de Joe Biden lorsqu'il arrive mercredi à la Maison-Blanche. Il y a la crise sanitaire sur le plan économique. Vous disiez il n'y aurait pas de grands changements, de grandes révolutions. Alors on comprend sur le côté protectionniste, mais est-ce qu'il va y avoir un État un peu plus interventionniste avec des aides notamment? Oui, tout à fait. La crise a encore exacerbé les inégalités. Donc là, on veut dépasser, c'est un des moyens aussi d'essayer de réconcilier, c'est quelle que soit votre opinion, on va venir en aide. Donc d'un certain côté, on passe par ce biais-là pour essayer de réintégrer certains Américains dans la communauté, mais il y a tout le chômage aussi, donc c'est fait que, on va dire, la réconciliation passera vraisemblablement par l'économie parce qu'on aura des revenus, on aura un emploi et donc ça fera repartir. Sur le fond, les idées resteront là, mais d'un certain côté, à supposer que je sois chômeur ou très peu riche, je pourrais dire merci Monsieur Biden et donc peut-être mettre un peu d'eau dans mes idées trumpistes. Mais ça qui pose problème. Et en même temps, sur l'aspect du climat, c'est acté et donc on reviendra avec, il y a déjà le retour mi-février du représentant américain. Sur le plan économique, là où je pense que Biden va rencontrer un ennemi assez important, ça va être dans son rapport à la Chine, parce que
Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de mesures. Enfin, Donald Trump a été très proactif dans cette guerre économique vis-à-vis de la Chine. Mais Biden, là, commence du coup son mandat avec une décrédibilité qui va être particulièrement importante vis-à-vis de la Chine, qui utilise ce genre de failles en termes de communication pour justifier justement de ses modes d'action vis-à-vis du reste du monde. Et dans ce sens-là, ils vont avoir une grosse difficulté, ce qui va être d'imposer finalement, de réussir à gagner des bras de fer sur le plan économique, que ce soit pour protéger les producteurs du secteur agricole américain ou secteur industriel, dans un cadre où finalement la Chine va avoir des atouts dans les négociations. Il y a une petite faiblesse pour vous là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la Chine a signé le RCEP avec une quinzaine de pays autour, et donc il y a la croissance chinoise et asiatique qui va tirer, et il faudra rapidement que M. Biden réagisse, et l'Europe aussi, parce que la Chine ne va pas nous attendre. Donc ça pose un problème. Laurence, vous vouliez réagir sur ce point ? Non, je voudrais réagir sur l'Amérique politique parce qu'on dit toujours en ce moment, il y a Trump et Biden. Moi, je crois qu'il y a plusieurs Amériques politiques qui sont en train de se dessiner et il va falloir surveiller chacune de ces Amériques politiques. Vous allez avoir l'Amérique Trump avec, comme je vous le disais, comment Donald Trump va vouloir absolument préserver son héritage politique et l'Amérique Trump avec des millions d'Américains qui ont quand même voté pour lui. Vous allez avoir l'Amérique Biden qui va être une Amérique en tout cas au pouvoir très classique. On le voit bien, tous les jours nous ici on reçoit les nominations et c'est tous les numéros 2 de Barack Obama, deuxième administration, tous les numéros 2 et 3 qui ont travaillé avec Bill et Hillary Clinton qui reviennent à la Maison-Blanche. Il y a des conseillers absolument partout et ils ignorent, de mon point de vue, la troisième Amérique qui est l'Amérique Sanders, qui a voté pour Joe Biden, qui se retrouve sans rien, qui pour le moment, compte tenu des événements, fait unité, mais qui est déçu de ne pas avoir beaucoup plus de choses. Aucun poste au cabinet de Joe Biden pour Bernie Sanders, qui voulait être son ministre de Travail. Aucun poste pour Elizabeth Warren, qui voulait être son ministre de l'économie. Cette Amérique Sanders, qui est aussi importante, qui se radicalise aussi sur la gauche, eh bien, il faudra aussi la surveiller. Et puis, vous avez évidemment une Amérique civile qui n'en peut plus des politiques et qui, là, se dit complètement désespérée. Ouais. Et on ne sait pas aussi comment cette quatrième Amérique réagira. Oui, c'est ça. Attention aux oubliés. Cette Amérique peut se faire entendre aussi. Oui, mais il ne faut pas sous-estimer ce plan de relance de 1 milliards, même s'il y a beaucoup, je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent Saïm, beaucoup de collaborateurs de Barack Obama, les 3/4. Mais il y a un plan de relance inédit depuis le plan de grands travaux de Roosevelt dans les années 30, 1930. 1900 milliards, ce n'est pas rien. Donc il va y avoir une intervention de l'État. S'agissant de Bernie Sanders, évidemment, il est déçu de ne pas être ministre du Travail, mais ils se sont mis d'accord avec le président Joe Biden. Pourquoi ? Parce que sa présence au Sénat est indispensable. La majorité ne tient pas à grand-chose, 50-50. Donc sa présence est indispensable d'abord pour faire passer précisément des projets de loi qui seront peut-être plus favorables au monde du travail. Donc c'est pour ça qu'ils se sont mis d'accord, et ils se sont mis d'accord sur une collaboration. Reste Elizabeth Warren, effectivement, dont on peut penser qu'elle aurait pu être intégrée dans l'équipe présidentielle. Donc c'est vrai, c'est un grand risque, mais c'est d'abord une équipe quand même qui est représentative de la société américaine, et je pense que la politique qui va être faite sera sans doute sensiblement différente de celle qui a été la politique de Barack Obama. Bon. Donald Trump, on y revient. Alors il y a un documentaire ce soir à 20h45 sur notre antenne à ne pas rater, qui revient sur les années du président Trump, Mr. President. Donald Trump, qui est encore une fois été fustigé par Nancy Pelosi cette semaine, c'est la présidente de la Chambre des représentants. Écoutez-la et on en parle après. Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again, we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. Laurent Saïm, donc Donald Trump est un danger évident pour notre pays, a dit Nancy Pelosi. Vous l'avez dit, le président américain, donc son but c'est aussi de préserver son nom. Certains ont estimé qu'il fallait le jeter dans les poubelles de l'histoire. On pense notamment à George Clooney, il n'est pas le seul. C'est un débat qui prend aux États-Unis ou pas ? Oui, mais vous avez, et c'est la tradition, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, le tout Hollywood qui traditionnellement finance les campagnes démocrates et aussi ces démocrates qui sont au pouvoir depuis très longtemps. Je vous rappelle quand même que Nancy Pelosi a plus de 80 ans. Eh bien,
le 6 janvier, ce qui s'est passé, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et maintenant, eh bien, évidemment, tout le monde dit que Donald Trump a été le pire président de l'histoire américaine, etc. Et ça, évidemment, on l'entend. Et ça, c'est normal. Ça fait partie du jeu politique. Le président est à terre. Et donc, tous ses ennemis se précipitent pour l'achever à jamais. Mais vous avez Donald Trump qui veut résister. Et c'est ça que je trouve journalistiquement intéressant à observer. Est-ce que à nouveau, il va s'en sortir. Et que veut-il? Eh bien, il veut que le Trumpisme existe aux États-Unis. Et on voit bien au sein du Parti républicain qu'ils ont encore peur de Donald Trump. Parce que sur le processus de destitution qui a été voté cette semaine, on s'attendait à 20 républicains qui votent. Il n'y en a eu que 10 qui votent. Si le procès au Sénat ne démarre pas, c'est parce qu'on sait qu'avec la petite majorité républicaine, si ça avait lieu maintenant, eh bien, Donald Trump ne serait pas destitué. C'est pour ça aussi que les démocrates attendent le 20 janvier et la nouvelle majorité. Et donc, il veut vraiment continuer le Trumpisme, pas le Parti républicain. Il y aura une division et ce sera intéressant, par exemple, de voir si Ivanka, sa fille, qui veut être sénatrice de Floride, eh bien, dans 1 an ou 2 ans, va se lancer dans la politique. Il ne faut pas l'enterrer trop vite, Donald Trump. Pour le moment, très mauvaise image, mais n'oublions jamais que dès qu'il est à terre, c'est toujours là où il est le plus fort. Et encore une fois, c'est une analyse, comme vous pouvez l'imaginer, journalistique. Et oui, merci encore, Laurent Seigne, pour vos dernières informations, votre analyse. Merci aussi à vous donc d'être venu sur le plateau de LCI cet après-midi avec, on le rappelle, à la une, cette nouvelle mobilisation contre la loi sécurité globale. Et donc, on parlait de tensions devant la préfecture de Nantes et visiblement des tensions qui s'aiguisent. On le voit ici avec des affrontements qui commencent entre les forces de l'ordre et les manifestants. On y revient dans un instant. Le débat à suivre sur LCI.